Bonsoir à tous et merci beaucoup d'avoir répondu présent ce soir pour un sujet qui est quand même très important, qui concerne énormément de monde, mais qui reste malgré tout assez tabou. Alors pour commencer, je voudrais d'abord donner la parole à Muriel Nelissen, qui est sage-femme et qui va nous permettre de comprendre ce que c'est la période postpartum et d'avoir une définition afin qu'on parte tous sur les mêmes bases. Voilà, bonjour. Alors, on m'a demandé de vous définir le postpartum. Je vais vous donner une définition très théorique. Plus tard, on va étayer le sujet, mais on demande de définir, je définis. Donc, bah oui. Le postpartum désigne la période qui suit immédiatement l'accouchement et qui s'étend généralement sur les 6 premières semaines après la naissance de l'enfant. Ça, c'est une définition assez générique. C'est une phase de transition durant laquelle le corps de la mère se remet des changements liés à la grossesse et à l'accouchement. Pendant cette période, la maman va connaître des ajustements physiques, hormonaux et émotionnels importants, et dans cette situation, un suivi médical et un soutien adapté sont essentiels pour assurer la santé et le bien-être de la maman, mais également de son nouveau-né. Or, c'est une définition très... c'est la théorie. Personnellement, j'ai une vision un petit peu plus vaste du postpartum et plus actuel. On a tendance quand même à parler de plus en plus du 4e trimestre de la grossesse, des suites de couches, de la matrescence, de la dégestation, de la rétrogestation. Donc la notion de 6 semaines est quelque chose aussi qu'on remet beaucoup plus en question, puisque les neurosciences, il y a quand même pas mal d'études qui vont nous montrer que finalement le postpartum dure plutôt 3 mois, 6 mois, voire 1 an, et même dans certaines situations, on nous dit que le postpartum peut durer jusqu'à 2 ans. Cette période est aussi appréhendée de façon mais complètement différente en fonction des cultures, ce qui peut être compliqué dans nos régions parce que la multiculturalité fait que ça peut être plus compliqué, ce qui amènera les sujets plus tard de la dépression et de mamans qui vivent des difficultés. C'est une période qui malheureusement a été très très négligée toutes ces dernières années. Finalement, les mamans, elles quittaient la maternité, puis elles revoyaient quelqu'un 6 semaines après pendant pas mal d'années. Maintenant, les choses évoluent, les mamans commencent à être accompagnées de façon beaucoup plus précise dès la sortie de la maternité, et ce qui n'arrange pas le vécu du postpartum pour les mamans, c'est aussi la diminution du séjour en milieu hospitalier, puisque les mamans maintenant sortent à J2, voire J3 pour les césariennes, alors que voilà, il y a 30 ans d'ici, moi j'ai le souvenir que les mamans restaient une dizaine de jours pour une césarienne et une semaine pour les accouchements en voix basse. Donc tout au long de la soirée, nous allons vous parler du fait que finalement, le postpartum, la maternité, ne représente pas un long fleuve tranquille et qu'il est aussi extrêmement important de le préparer. Voilà, c'est clair. Et je vais passer... Voilà. Et Ingrid Desrameaux va vous présenter alors les résultats de l'étude de la Ligue des familles. Le postpartum, il faut soutenir les femmes qui viennent de donner naissance. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Donc voilà, moi je suis là effectivement pour présenter l'étude qui a été réalisée par la Ligue des familles en novembre 2022. Alors les objectifs de l'étude, ils sont triples. Le premier, c'est clairement de visibiliser le postpartum pour que la société dans son ensemble puisse comprendre en fait les réalités qui sont vécues par les mères après l'accouchement. La deuxième chose, c'est d'identifier les besoins en la matière pour essayer d'améliorer la prise en charge collective du postpartum. Alors pour ce faire, on a rencontré évidemment des mères, mais aussi des experts scientifiques et évidemment des professionnels de la santé pour avoir leur point de vue sur la question. Et enfin, dans un troisième temps, l'idée est de proposer en fait des pistes d'action ou de réflexion concrètes pour essayer d'améliorer les dispositifs actuels et de répondre au mieux aux besoins des parents. Alors, je vais vous dresser une petite liste de constats. Alors, c'est loin d'être exhaustif, mais ça vous donnera une petite vue d'ensemble quand même sur la question. Et les prochaines intervenantes pourront creuser mieux que moi certains points. Alors, le premier, c'est que
souvenez-vous, en 2015, la ministre de la Santé de l'époque, Matt-Guy de Bloch, décide de réformer le paysage hospitalier. Une des mesures phares, c'est justement le raccourcissement des séjours à l'hôpital, y compris les séjours à la maternité. Et donc, on passe en moyenne à 4,4 jours en 2010 et on passe à 2,8 jours en 2019. Donc, ça se raccourcit encore un petit peu. Alors ça existe dans d'autres pays, notamment européens, ce raccourcissement du séjour à l'hôpital, mais on verra que le suivi postpartum à domicile se développe par la suite. Ensuite, on a, pour quelques chiffres, parce que parfois ça permet un peu d'illustrer mieux ce dont on parle, dans les 3 mois qui suivent l'accouchement, il faut savoir que les mères rencontrent 4 à 6 fois, évidemment c'est un nombre médian de contacts en 2019, donc 4 à 6 fois une sage-femme ou un ou une gynécologue. Mais il faut savoir que 25% des mamans vont avoir un nombre de visites de 3, voire moins. Et évidemment, il y a 5% de mamans qui bénéficient du statut BIM. Alors le statut BIM, c'est les bénéficiaires de l'intervention majorée. Ça veut dire qu'en fait, il y a une prise en charge plus importante du remboursement des soins de santé par la mutuelle. Mais donc, il y a 5% de ces mamans qui bénéficient du statut BIM qui n'ont aucun suivi postnatal par une sage-femme ou un ou une gynécologue, en tout cas dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins de santé. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même assez interpellants. Ensuite, au-delà des consultations de la sage-femme, le suivi à domicile se résume souvent à des visites de la PEPS. Donc la PEPS, c'est avec l'ONS, c'est la partenaire parents-enfants qui généralement réalise des visites à domicile vers la 2e et 6e semaine après l'accouchement. Alors, de manière générale, les soins à domicile, les structures de soutien, elles existent, évidemment, mais on a constaté qu'elles sont quand même assez fragmentées, peu connues des nouveaux parents, et il faut savoir qu'il y a aussi de grosses disparités au niveau régional, on le verra un peu plus tard chez nos voisins les Flamands. Alors, un des constats majeurs de l'étude, c'est qu'en fait, il n'y a pas de ligne directrice de coordination en fait, entre les professionnels dans la prise en charge du postpartum. Et donc, ça entraîne pas mal de disparités aussi dans le suivi postpartum des femmes. Et enfin, tout ça, ça peut générer un vide de soins dans les semaines qui suivent l'accouchement, qui sont particulièrement crucial et évidemment ce vide est particulièrement problématique pour les groupes plus vulnérables. Donc voilà, ici c'est pas exhaustif, il y a des choses à creuser, on les creusera évidemment tout à l'heure avec les différentes intervenantes, mais en tout cas ça vous donne déjà une idée des constats qu'on a pu faire dans cette étude. Alors on va aller piocher un peu des exemples de bonnes pratiques à l'étranger pour s'inspirer un peu de ce qui existe ailleurs. Et alors aux Pays-Bas, vous connaissez peut-être le métier de Kraamzorg, infirmière de maternité. C'est une profession en fait périnatale qui va accompagner les parents sur le plan psycho-affectif, pratique, mais aussi médical. Alors pour le dernier aspect, là il y a vraiment la Kraamzorg qui est en collaboration avec la sage-femme, qui reste évidemment la responsable finale de la mère et de l'enfant, mais donc il y a quand même 49 heures à étendre sur les 8 premiers jours qui suivent l'accouchement. C'est bien, ça met dans l'ambiance. Et quant à la sage-femme, en plus donc des interventions de la Kraamzorg, il y a aussi 4 à 6 visites de la sage-femme dans les 10 jours qui suivent la naissance. Donc là, ça donne aux Pays-Bas une idée du suivi postpartum en fait qui est proposé avec un séjour à la maternité qui peut être très court, hein, parfois juste quelques heures quand tout se passe bien. Alors en Flandre, donc chez nos voisins, la Kraamzorg existe aussi, mais elle n'a pas de formation médicale. Et donc, les familles peuvent bénéficier de 9 visites d'environ 3-4 heures qui vont du 6e mois de grossesse à 3 mois après l'accouchement. Et donc, quand je parlais de disparité régionale, ben, en voilà une importante. Alors, rendez-vous au Royaume-Uni. Alors là, les soins de postpartum, en fait, ils sont confiés à une sage-femme de proximité. Alors, quand l'enfant et la mère sortent de l'hôpital, l'hôpital va
directement contacter la sage-femme qui va programmer une visite le lendemain. Elle peut venir le jour même si, notamment, il y a des problèmes liés à l'allaitement. Elle peut intervenir dans la journée. Et alors, les documents de sortie sont transmis par l'hôpital à la sage-femme. Il y a des infos pertinentes, évidemment, sur l'accouchement, sur ses suites. Mais donc, elle reçoit toutes les informations nécessaires. Alors, le nombre de visites, c'est pas fixe, mais en tout cas, il y a un accompagnement qui est fait pendant au moins 10 jours et plus si la sage-femme le juge nécessaire. Alors, il y a aussi une visite du médecin généraliste et au bout de 6 à 8 semaines, il y a également un check-up final qui est réalisé pour voir si tout va bien. En Suède, vous connaissez peut-être, il existe des centres familiaux. Donc les centres familiaux, ils partent du principe que le bien-être des parents, enfin le bien-être de l'enfant est directement lié évidemment au bien-être des parents. Je ne vous apprends rien. Mais donc ces centres, ils accompagnent vraiment les parents, surtout à travers des groupes de soutien et d'éducation. Et ce qui est intéressant, c'est que l'accompagnement débute toujours par une première visite, une première consultation avec la sage-femme pour faire le point avec les futurs parents. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que les parents vont intégrer un groupe d'autres parents avant la naissance de leur enfant. Et donc ces parents, qui sont généralement des groupes d'une petite dizaine de personnes, vont se rencontrer 8 à 9 fois avant la naissance de l'enfant. Et après l'accouchement, ils vont de nouveau se rencontrer 8 à 9 fois jusqu'au 1 an de l'enfant. Donc ça permet une mise en réseau aussi des parents qui permet notamment aussi de lutter contre l'isolement des familles. Alors, tout ça se passe sur une unité de lieu, ça c'est vraiment intéressant. Sur ces lieux, vous allez trouver aussi les consultations pour les soins maternels, les consultations pédiatriques, il y a des activités sociales qui sont proposées, il y a une garderie pour les enfants jusqu'à 5 ans. Donc voilà, ça permet aussi de rationaliser les déplacements des parents parce qu'on peut-être que certains d'entre vous, j'en suis sûre, connaissent les déplacements périlleux avec un nouveau-né. Et donc, évidemment, c'est très pratique pour les nouveaux parents, ce genre de centres familiaux. Alors ensuite, je vais vous présenter un peu les revendications de la Ligue des familles et les pistes d'action, de réflexion qui sont présents dans l'étude. Alors la première chose, on pense vraiment que c'est super important de visibiliser le postpartum pour le normaliser. Donc en fait, c'est un peu fou. Dans notre société, en fait, il n'y a pas de représentation. Il n'y a pas d'imaginaire vraiment collectif autour du postpartum. On va voir des femmes enceintes, par exemple, si vous pensez à des films, à des séries, aux magazines, aux publicités, on va voir des femmes enceintes, on va voir le corps de femme que nous vend la société comme idéal, mais le corps en postpartum, par exemple, on ne le voit nulle part. Il est complètement invisibilisé. Et on est aussi dans cette idée de parentalité, maternité surtout heureuse, épanouissante, et on parle beaucoup moins en fait des difficultés que peuvent traverser les parents et en particulier les mères pendant cette période. Et donc évidemment, quand une mère traverse des difficultés avec son bébé, elle va croire que le problème, c'est elle. Et donc, visibiliser le postpartum, en parler, c'est normaliser aussi les difficultés pour mieux soutenir les mères et mieux les accompagner. Et c'est à ça que sert l'exposition qui est jusqu'au 7 juin. C'est ça qu'elle cherche à faire, c'est informer et sensibiliser le tout public finalement aux réalités du postpartum. Alors, il y a aussi mieux informer pour mieux accompagner les femmes dans leur postpartum. Il y a beaucoup de femmes encore qui, en fait, ne se sont pas senties préparées ni bien accompagnées dans leur période de postpartum. Pour donner un petit exemple, il y en a une qui nous témoignait du fait qu'à un moment, elle était retournée à l'hôpital. Elle croyait qu'elle faisait une hémorragie interne parce qu'on ne lui avait pas dit qu'elle perdrait du sang après l'accouchement. Et donc, elle s'est fait passer pour une idiote alors qu'elle ne pouvait pas le sucer de son pouce. Donc voilà, il y a des choses aussi qui sont à voir. Et c'est très important aussi d'informer les pères et les coparents pour qu'ils sachent ce qui se passe dans le corps de leur compagne et pour qu'ils sachent aussi les difficultés qu'il peut y avoir pour se dire que ce n'est pas leur compagne le problème et que c'est des difficultés qui peuvent exister. Alors,
L'information, elle existe évidemment sur le postpartum. Donc ça existe. On a notamment la brochure de l'ONE qui a fait un guide du postpartum avec un bébé et après. Donc il y a une brochure de l'ONE, il y a des cours de préparation au postpartum proposés par certains hôpitaux ou avec des sages-femmes ou des doulas. Donc il y a des choses, l'information elle existe, mais malgré tout, on se rend compte que de nombreuses femmes nous disent « j'étais pas préparée, je suis tombée des nues ». Et donc, se pose la question vraiment du momentum, donc du moment où cette information est délivrée. Et de se dire comment elle doit être délivrée, quand doit-elle être délivrée pour pouvoir être imprimée dans la tête des parents. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça doit se faire en amont de la naissance et pas dans la réactivité au moment même. Ça doit se préparer en amont. Et l'idée aussi, c'est que on pense que ce serait bien aussi que les professionnels qui entourent la mère et l'enfant puissent aussi être formés aux complications physiques et psychologiques possibles en fait en postpartum, parce que ça permettrait en fait à ces professionnels d'attirer l'attention des mamans à différents moments. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on pourrait peut-être arriver à une meilleure préparation en postpartum. Ce n'est pas la seule chose, mais en tout cas, ça pourrait aider. Alors, il y a un besoin criant vraiment de continuité de soins, mais aussi une approche pluridisciplinaire. Ça, c'est un peu là que le bas blesse aussi. Donc, actuellement, de la grossesse au postpartum, en fait, la femme, elle va rencontrer toute une série de professionnels. Gynécologues, sages-femmes, spécialistes en lactation, pédiatres, etc. Et en fait, ils agissent pour leur propre compte. Et finalement, le seul lien entre tous ces professionnels, c'est la mère. Et donc, évidemment, c'est une énorme responsabilité qui repose sur les épaules des mères, surtout dans une période aussi sensible que celle du postpartum, où on n'a pas toujours toutes nos facultés. Et donc, l'idée, c'est que ce supplément, enfin, ce rôle de transmission, il peut venir, mais il peut venir en supplément d'une communication interprofessionnelle qui soit bien organisée, bien huilée, justement pour ne pas que ça repose entièrement sur les épaules des mères. Alors, on donne dans l'étude, on rappelle l'exemple que je vous ai présenté du Royaume-Uni et de la Suède, où par exemple, les soins de postpartum, en fait, ils sont coordonnés par la sage-femme. Et donc, c'est elle qui va servir, en fait, comment dire, c'est elle qui va un peu orchestrer tout, qui va centraliser un peu tout, qui va mettre un peu de l'huile dans les rouages entre les différents acteurs qui interviennent entre la mère et l'enfant. Et donc, ça permettrait vraiment d'avoir... Oups, j'ai rien fait, j'ai rien touché. Ok, attendez, ça s'est peut-être mis en veille. Voilà. Et donc, ça permettrait... Hop, voilà. Et donc, ça permettrait d'avoir quelqu'un qui coordonne, qui centralise tout ça pour justement alléger les épaules des mères dans une période où elles ont autre chose à faire, en fait. Ensuite, ce qu'on revendique aussi, c'est un soutien de première ligne via une aide à domicile qui soit formée en fait au postpartum. Alors, pour les francophones de Wallonie et de Bruxelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de Kramzorg. Mais par contre, ce qu'il existe, c'est un soutien, c'est un service gratuit de soutien à la parentalité qui est proposé par l'ONE via les PEPS, donc les partenaires enfants-parents dont je parlais tout à l'heure. De nouveau, je ne vais pas creuser, Madame Gallo fera ça bien mieux que moi. On a aussi les parents qui ont la possibilité de demander les services d'une aide familiale via leur mutuelle. Le souci, c'est que elles ne sont pas formées au postpartum et en plus, en termes administratifs, c'est assez lourd parce qu'il faut rencontrer en amont une assistante sociale ou un assistant social qui va vous faire un check-up, identifier les besoins. Enfin, voilà. C'est assez lourd aussi à porter. Et la Fédération des services d'aide familiale nous disait que si tous les parents commençaient à venir demander ça, en fait, ils sont incapables de répondre. Ils seraient incapables de répondre à la demande. Hein, donc voilà. Alors, il y a les parents aussi qui peuvent recourir au service d'une doula. Alors, une doula, Marie vous en parlera de nouveau bien mieux que moi, mais en 2-3 mots, c'est une personne qui offre aux parents un soutien sur mesure pendant plusieurs mois en toute confidentialité. Alors, le métier, en tout cas pour le moment, n'est pas reconnu en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les prestations ne sont pas remboursées par la mutuelle, mais en tout cas, ces personnes existent et sont sollicitées par de nombreux parents. Il y a d'autres initiatives payantes aussi qui voient aussi le jour, comme par exemple la livraison de repas sains pour les mamans en postpartum. Alors tout ça, évidemment, ça coûte de l'argent
je ne vous l'apprends pas, c'est pas accessible à toutes les bourses. Et donc, par contre, tout ça, ça montre qu'il y a vraiment un besoin de soutien émotionnel, mais aussi logistique, en fait, des familles, et qu'il faudrait pouvoir l'encadrer de manière à ce que tout ça soit accessible à toutes les familles, quel que soit leur niveau socio-économique. Alors, une autre revendication, c'est d'allonger le congé de paternité, coparentalité, donc le congé de naissance, à 15 semaines. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, on ne voit pas pourquoi le père ou le coparent serait moins parent que la mère. Donc voilà, il est parent ni plus ni moins que la mère. Avoir le coparent, le père, à côté de la mère, ça permet à la mère de récupérer quand même de sa grossesse et de son accouchement. Si on la laisse seule avec son bébé, c'est compliqué de récupérer physiquement. Mais en plus, ça permettrait au père coparent de créer un lien d'attachement avec son enfant et de pouvoir s'investir dans les soins et l'éducation de l'enfant dès sa naissance. Et il faut savoir que dans les couples, en tout cas hétérosexuels, l'arrivée d'un enfant, c'est un accélérateur d'inégalité au sein du couple. Parce que dans notre société, l'éducation et les soins de l'enfant, c'est encore majoritairement dédié en fait aux femmes. Et donc, les mentalités évoluent, ça change, mais c'est encore quelque chose de fort prégnant quand même dans notre société. Et donc, le but d'impliquer le père coparent dès le début et autant que la mère, ça permettrait aussi de remettre plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a l'idée aussi d'allonger le congé de maternité à 21 semaines. Si on réussit ça, évidemment, on le demanderait également pour le congé de naissance. Pourquoi? Parce que le congé de maternité en Belgique, c'est un des plus courts en Europe. Alors, j'ai dit, l'objectif, c'est récupérer physiquement de son accouchement, de sa grossesse, c'est créer un lien avec son enfant. Et en plus, dernièrement, on parle de plus en plus des 1000 premiers jours qui sont complètement fondamentaux dans le développement et l'épanouissement d'un enfant. Alors, évidemment, c'est super de dire ça aux parents. Ils ne demandent pas mieux, mais en fait, il faut leur donner du temps. Ça ne se fait pas en 2-3 coups de cuillère à peau. Il faut donner du temps aux parents pour créer ce lien d'attachement, que ce lien d'attachement soit solide. L'idée aussi, en termes de revendication, c'est de permettre une reprise progressive du travail après le congé de maternité. Donc actuellement, le congé de maternité, il est de 15 semaines. Alors je précise, toutes les femmes ne sont pas traitées de la même manière, parce que les femmes indépendantes, par exemple, elles n'ont encore que 12 semaines de congé de maternité. Donc ça, c'est une autre revendication aussi, c'est que toutes les femmes soient traitées aussi sur un pied d'égalité et puissent avoir 15 semaines de congé de maternité. Mais en tout cas, l'idée, c'est que les 9 premières semaines sont obligatoires. Après, les femmes peuvent reprendre le travail. Mais en fait, dans les faits, vu la durée du séjour, en fait, il n'y a quasi aucune femme qui reprend le travail avant les 15 semaines. Et l'idée, c'est qu'on pourrait, par exemple, allonger le congé de maternité à 21 semaines et permettre en fait aux femmes, à partir de la 16e semaine, et seulement si elles le souhaitent, de reprendre le travail en fait à temps partiel pour ne pas passer directement de rien à temps plein, par exemple. Et le fait d'allonger le congé de maternité, c'est aussi qu'il y a des... Je ne sais plus qui nous avait dit ça, on était allé voir, je crois que c'était la Mutualité chrétienne, si je me souviens bien, mais qui disait, qui avait fait une étude là-dessus et qui voyait que beaucoup de femmes prolongeaient aussi, je n'ai plus les chiffres en tête, je suis désolée, mais prolongeaient aussi leur congé de maternité par un arrêt maladie, parce qu'en fait, elles étaient incapables, physiquement, psychologiquement, de reprendre le boulot. Donc voilà. Alors, il y a aussi la mise en place structurelle de lieux de rencontre. Alors, des lieux de rencontre parents-enfants, évidemment, il y en a. Ça existe. Ils sont même de qualité bien souvent. Mais les initiatives, elles sont probablement trop dispersées, mais aussi trop dépendantes de la proactivité de la maman. Donc, on disait tout à l'heure, c'est difficile pour la maman de sortir avec son nouveau-né, etc. Mais OK, on n'est pas dans l'énergie aujourd'hui, ben, on ne va peut-être pas y aller alors qu'on se sent seul, par exemple. Alors, en gros, on se dit qu'on pourrait s'inspirer, par exemple, de ce qui existe en Suède, où je vous parlais effectivement de ces centres familiaux, où en fait, vous êtes d'office intégrés dans un groupe de soutien de parents qui sont à la même étape de vie que vous, et que vous avez connu avant la naissance de votre enfant, et que vous côtoyez encore après pendant 1 an. Ça permet de lutter contre l'isolement, et ça permet de créer aussi un réseau.
Et alors, dans l'étude, on se disait, bah, tiens, justement, les locaux de l'ONE, ils sont dans les quartiers, ils sont dans les villes. Ça pourrait être aussi les bases, peut-être, de cette mise en réseau structurelle. Il y a aussi une attention particulière qui est apportée à la dépression du postpartum. Alors, les chiffres diffèrent un peu, hein, c'est 10, 15, 20, parfois plus %. Nous, on dit près de 20% de femmes qui vivent une dépression du postpartum. Alors, il faut savoir que ces chiffres sont certainement plus hauts. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a vraiment des manquements dans le dépistage, en fait, de la dépression du postpartum. Il y a beaucoup de mamans qui sont venues témoigner et qui disaient « Je crois que j'ai fait une dépression du postpartum, mais on ne m'a jamais diagnostiqué ». Et donc, une autre qui me disait, bah voilà, je pense que je faisais une dépression du postpartum, mais je devais attendre 4 mois pour voir un psychiatre, et j'étais juste dans la détresse là maintenant. Donc, il y a vraiment des témoignages qui rendent compte vraiment d'une vraie détresse chez ces mamans. Et par manque de dépistage, bah, elles passent parfois sous les radars. Et alors, j'insiste toujours beaucoup sur le fait que la dépression du postpartum, elle existe aussi chez les pères, mais c'est encore plus tabou parce que ces stéréotypes de genre dans la société, les hommes doivent être forts et donc ils doivent être là pour la mère et l'enfant. Et donc à cause de ça, il y a parfois des pères en souffrance qui ne se sentent peut-être pas légitimes ou qui ne veulent pas en fait montrer cette souffrance. Mais voilà, il y a des pères en souffrance. C'est pas fort étudié, c'est pas bien connu. Les chiffres que j'ai trouvés, c'était entre 5 et 10% de pères qui vivraient cet épisode de dépression du postpartum. Mais voilà, il y a encore peu d'études sur le sujet. J'arrive bientôt à la fin. Il y a un accès aux soins de qualité pour toutes les femmes, qu'importe leur situation. Sans surprise, je ne vous l'apprends pas, évidemment, les femmes les plus vulnérables ont moins accès à des soins de qualité. La conséquence est souvent un taux de morbidité plus important chez la femme et chez l'enfant. Alors, le soutien, il peut aussi passer par une aide financière au réseau associatif qui œuvre en fait pour ces femmes plus vulnérables. C'est souvent en plus des personnes très engagées et qui donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie pour soutenir au mieux ces personnes. Et parfois, une aide financière serait, je pense, la bienvenue. En sachant, mais ça peut-être que les autres intervenantes pourront en dire plus, je sais bien qu'en 2023, il y a un budget qui a été débloqué justement pour imaginer un trajet de soins périnatal pour les femmes plus vulnérables. Mais par contre, ça, on n'a pas pu encore évaluer. Alors, en conclusion, soutenir le postpartum, c'est un enjeu essentiel pour les générations futures. C'est permettre aussi, en fait, à nos enfants de grandir dans une société où les mères qui viennent d'accoucher, elles sont prises en compte, elles sont soutenues pour être moins isolées, moins vulnérables, en meilleure santé. Mais c'est aussi permettre aux pères et aux coparents de prendre leur place de parents et de pouvoir s'investir dans les soins et l'éducation aux enfants dès la naissance. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci beaucoup Madame Desrameaux pour cette introduction qui permet vraiment d'y voir plus clair et d'avoir des tendances chiffrées, etc. Donc c'est vraiment intéressant avant de pouvoir entamer le débat et la table ronde à proprement parler. Encore un chiffre, on sait que chaque année, plus de 110 000 bébés naissent en Belgique et une maman sur 10 au moins, vous l'avez dit, serait touchée par une dépression postpartum. Donc vous faites le calcul, ça fait au moins 11 000 mamans qui seraient frappées par ce type de dépression. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus? Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention en amont, avant la naissance? Qu'est-ce qu'on peut faire une fois que la dépression postpartum a lieu pour mieux accompagner les parents et leur entourage? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout au long de la soirée avec nos différentes invitées. Muriel Nelissen, qui est sage-femme, Marie Grégoire, qui est doula, et Jessica Gallo, qui est coordinatrice subrégionale au niveau de l'ONE, donc de l'Office de la naissance et de l'enfance. Alors, avant toute chose, je vais peut-être vous laisser quelques minutes pour simplement vous présenter en quelques mots. Alors, bon, ouais. Moi, c'est Muriel Nelissen, je suis sage-femme depuis plus de 30 ans.
J'ai eu 3 vies de sage-femme, une vie hospitalière, une vie d'enseignante, et depuis 20 ans maintenant, je fais du domicile, et depuis 10 ans, 11 ans maintenant, même libérale complète. Donc je ne travaille plus du tout en milieu hospitalier, je m'occupe exclusivement des familles en dehors du milieu hospitalier. Beaucoup de familles dans la précarité. Je peux rebondir sur... Vous pouvez. Mais parce que par rapport au BIM, je suis un petit peu surprise parce qu'il n'y a pas une semaine sans que je n'ai une patiente BIM. Et à la limite, c'est chez les BIM qu'on va le plus longtemps. Parce que juste, oui, ben voilà. Ou alors j'ai la chance d'être dans une région où on est particulièrement bien organisé en réseau, mais... Je me permets, je reviendrai sur la question de la précarité, mais je propose qu'on poursuive d'abord par le tour de table pour que chacune ait l'occasion de se présenter. Et par le travail où j'ai énormément travaillé avec l'ONE, depuis 3 ans maintenant, je suis conseillère sage-femme pour les provinces de Liège et de Luxembourg. Marie Grégoire. Oui, donc moi je suis doula et depuis le mois de mars aussi, je suis présidente de l'association francophone des doulas belges. Dans mon ancienne vie, j'ai travaillé 15 ans comme infirmière pédiatrique en réanimation néonatale et j'ai aussi travaillé à la moitié de ma carrière, 1 an et demi à l'ONE. Et donc maintenant, ça fait 3 ans que je suis doula. Je vais peut-être vous faire une petite présentation du métier de doula qui est peut-être méconnu pour la plupart d'entre vous. Donc la doula, c'est vraiment une femme de la communauté qui se met au service des femmes et des familles. C'est une présence maternelle, chaleureuse et rassurante qui complète l'accompagnement donc des femmes et des familles avec un soutien émotionnel, pratique et informatif. Elle offre aussi une présence continue parce qu'on peut l'avoir rencontrée pendant la grossesse. Elle peut, pour certaines, avoir été présente le jour de la naissance et donc assurer aussi une continuité en postpartum. Elle offre une écoute d'égal à égal, un ancrage humain et non médical, sans jugement ni autorité, mais aussi un soutien du papa ou du coparent. En réalité, la doula incarne le retour d'un soutien ancestral entre femmes qui a toujours existé, mais que notre société a oublié. Voilà, alors Jessica Gallo, peut-être ? Bonsoir. Moi, je suis coordinatrice subrégionale à l'ONE. Concrètement, ça veut dire que je suis responsable des services administratifs pour la province de Liège. En 2 mots, l'ONE, je pense que tout le monde connaît de nom, mais tous les services et tout ce que l'ONE peut offrir, c'est parfois méconnu. L'ONE a pour mission sociétale d'accompagner le bien-être, le développement et la santé de l'enfant, d'accompagner les familles et les futures familles dans un cadre de qualité, bienveillant et inclusif. Donc j'aurai l'occasion de revenir sur les missions de l'ONE en fonction des thématiques. Oui, tout à fait. Et Madame Desrameaux, donc on a bien compris que vous étiez chargée de projet à la Ligue des familles. Alors pour entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de me tourner vers vous, Madame Nélissen. Quels sont les signaux d'alerte qui font comprendre qu'on est en train de basculer dans une dépression postpartum et que c'est différent de ce qu'on peut appeler un baby blues ? Alors déjà, le baby blues va être plus court. On entend parfois des personnes qui disent « Ah, ma compagne ou ma fille, quelqu'un dans ma famille fait une dépression ». En fait, on confond très souvent dépression et baby blues. Le baby blues va être quelque chose de physiologique, c'est lié à la chute hormonale. C'est quelque chose de normal que vivent énormément de mamans qui va durer... Certaines mamans ne vont pas être bien pendant quelques minutes, quelques heures. En général, ça dure maximum 2 semaines. Alors que si ça persiste, si au-delà de 2 semaines, on voit que la maman continue à avoir des signes d'irritabilité, des signes d'une maman qui ne dort pas, qui reste dans l'hypervigilance, qui va peut-être ne plus du tout prendre le temps de manger, qui ne va pas du tout... trouver le temps de s'occuper d'elle-même, qui va peut-être aussi montrer des signes de détachement par rapport à son bébé. Alors, là, quand on est dans ces signes-là, on peut se dire que la maman va peut-être aller vers une dépression du postpartum et on essaye de plus en plus d'utiliser des outils pour pouvoir diagnostiquer cette dépression du postpartum. Il y a notamment des petites questions qu'on peut poser. Il y a les 2 questions de Houlet qu'on pose à la maman. Alors, ce n'est pas dans les 2 semaines. Hein. On attend 4 à 6 semaines minimum pour poser ces questions. Et on a aussi
on a l'échelle d'Édimbourg qui représente une échelle de 10 questions qu'on va poser aux mamans. Et en fonction des réponses que la maman va donner, on va avoir, en fonction du résultat, on se dit oui, cette maman, elle est à risque de dépression. Cette maman, non, elle est OK. L'intérêt, c'est quand même de suivre la maman de façon régulière. Une maman que vous voyez pour la première fois à 6 semaines, vous ne savez pas dire, tiens, elle a sombré vers la dépression. L'idéal, c'est de pouvoir avoir ce suivi global de la maman, de l'avoir rencontrée en prénatal. Quand vous la rencontrez en prénatal dans son milieu de vie, vous voyez comment elle fonctionne, vous voyez peut-être déjà des signes qui pourraient vous dire cette maman, je vais la surveiller de façon plus rapprochée. Et quand vous la voyez, nous on les voit J2, J3 à la maison, puis on va les revoir J5, J6. On va les voir au fur et à mesure du temps. On va voir le compagnon, le coparent, le papa. On va peut-être rencontrer la famille. On va se rendre compte comment cette famille fonctionne. Et en voyant comment cette famille fonctionne, on va peut-être voir justement qu'il y a un dysfonctionnement chez la maman et qu'elle sombre vers une dépression. Et l'importance à ce moment-là, on y reviendra je crois plus tard, c'est le travail en réseau. En tant que sage-femme, je dois référer. Je ne garde pas, pour moi, toute seule, la petite sage-femme. On ne prend pas en charge la maman. On doit absolument référer. On va appeler le médecin traitant, on va rappeler le gynéco, on va peut-être passer par un psychologue de première ligne si la maman est d'accord. Toujours en accord avec la maman. Rien ne se fait sans l'accord de la maman. C'est ça, donc la prise en charge est vraiment multidisciplinaire. Marie Grégoire, quels sont les besoins de la maman en postpartum, justement ? Alors, la naissance d'un bébé, c'est aussi la naissance d'une mère, d'un père, d'un parent. Cette transformation, elle est hormonale, psychique, identitaire et elle est vraiment profonde. Donc, elle a besoin d'être reconnue, entourée et soutenue. Et donc, les parents en postpartum, ils ont besoin de pouvoir déposer leur expérience par rapport à la grossesse, la naissance, les premiers jours, premières semaines, premiers mois avec bébé, d'être écoutés sans jugement. Ils ont besoin aussi de retrouver leur intuition dans une société qui est saturée de normes et de conseils non sollicités. Vraiment venir reconnecter avec qu'est-ce que moi je sens juste pour moi, pour mon couple, pour mon bébé. Et aussi beaucoup dans notre culture d'être protégé des attentes irréalistes par rapport à ce bébé, et par rapport aussi au corps postpartum et à tous ces processus. Parmi ces attentes irréalistes, il y a souvent que le bébé fasse ses nuits dès les premières semaines, que la mère soit calme, que ça soit un événement heureux, comme tu disais tout à l'heure, Ingrid, qu'elle soit naturellement compétente ou d'office qu'elle écoute bien les conseils parce qu'elle est bien débutante, au contraire. On attend d'elle qu'elle retrouve vite son corps, son travail, son couple aussi, qu'elle soit autonome, performante et organisée. Il y a beaucoup d'attentes de notre culture là-dedans. Tout ça est évidemment inatteignable et pourtant c'est encore beaucoup porté, parfois inconsciemment par les autres membres qui nous entourent ou par les générations précédentes. Et donc, c'est important de prendre conscience de ces besoins-là, de soutenir les parents en multidisciplinarité aussi, mais qui puissent aussi trouver de l'aide et du soutien auprès de leur père et pouvoir se préparer pour ne pas avoir d'attentes irréalistes par rapport à leurs besoins. Jessica Gallo, quand on est confronté à une dépression postpartum, à qui est-ce qu'on peut demander de l'aide justement ou frapper quelque part ? Alors, on en a déjà beaucoup parlé. On a parlé de la PEPS. On va la mettre au féminin parce que c'est énormément de femmes qui sont au sein de l'ONE. Donc, c'est vraiment la partenaire enfant-parent. C'est la personne de référence et de soutien à la parentalité. Donc, la PEPS, elle peut être rencontrée avant la naissance, soit dans le cadre de la maternité. Elle peut également se rendre à domicile et elle peut rencontrer les parents autant de fois que nécessaire. Elle peut faire un travail justement de déceler certaines précarités ou vulnérabilités, répondre aux questions. Elle va vraiment répondre aux besoins en fonction au cas par cas et travailler en réseau. La PEPS se construit en réseau en fonction des besoins du public qu'elle rencontre. Elle va notamment travailler avec les sages-femmes, mais pas que. Elle peut travailler aussi avec les psychologues de première ligne, avec les médecins, avec des associations. Et elle va pouvoir orienter les parents vers des différentes solutions en fonction des besoins et toujours, évidemment, avec l'accord des parents.
Muriel Nelissen, c'est pas facile de demander de l'aide. Ça peut être très culpabilisant pour la maman de se dire, en fait, je vis mal la naissance de mon enfant. Oui, en fait, c'est ça le problème, c'est que si vous arrivez un peu comme un cheveu dans la soupe, vous voyez qu'une maman est en difficulté et que vous lui dites vous devez demander de l'aide, là ça va être plus compliqué. L'intérêt, c'est justement cet accompagnement global que la sage-femme peut offrir aux familles, de les voir en prénatal, on chemine avec eux pendant la grossesse, on est présent ou pas à l'accouchement, on les reprend dans le cadre du postpartum. Et quand cette alliance a été créée, quand le lien a été créé avec les parents, quand vous amenez aux parents l'idée, écoute, là je pense que quand même c'est un peu loin, ce serait quand même bien que tu puisses consulter, ils vont mieux accepter que si c'est quelqu'un qui débarque comme ça dans leur vie et qui leur dit, tu sais, tu vas pas bien. Donc je pense que c'est vraiment tout l'intérêt, et je l'avais dit dans l'introduction de la définition du postpartum, le postpartum se prépare. Et on pense que, comme Madame Grégoire le dit, on n'est pas comme ça parents parce qu'on vient de mettre au monde son bébé. Donc les choses se préparent en amont, et il est vraiment important que l'alliance se crée et diminuer la culpabilité chez le papa, chez le coparent, chez la maman, et montrer que comme nous sommes dans un travail de réseau habituel, on va les orienter vers des professionnels qu'on connaît. On ne l'envoie pas chez quelqu'un qu'on a... Enfin, je vais parler de mon cas personnel. Dans la région, j'ai mon réseau évidemment depuis 20 ans. J'ai les psychologues avec lesquels je travaille habituellement. Je connais toutes les PEPS de mon quartier et du Grand Verviers. Il n'y a pas une semaine où je n'ai pas une PEPS au téléphone, où je n'ai pas la CAT, donc la coordinatrice de mon secteur au téléphone. J'ai les JSM de tous les gynécos, j'ai les JSM de tous les pédiatres. Donc il y a vraiment moyen de travailler en réseau et de pouvoir dire à la maman, écoute, là je pense que si tu es d'accord, je vais en parler avec ton médecin, avec la PEPS. C'est ça. Mais il y a quand même encore cette peur du jugement, Madame Gallo. Je note pour ne pas oublier. Il peut y avoir ce peur de jugement et finalement ne pas savoir à quelle porte frapper. Et je voudrais revenir sur une dia de l'étude de la Ligue des familles où on parle de finalement de lieux de rencontre enfants-parents et où les locaux de l'ONE pourraient structurellement recevoir ces lieux. C'est déjà beaucoup le cas. Alors, ce n'est pas organisé de manière structurelle, peut-être comme au Royaume-Uni, mais il y a énormément de consultations ONE, donc où sont les PEPS, qui accueillent les parents et qui peuvent justement permettre aux parents de se déposer, de poser les questions, de rencontrer leur père. Donc, on est vraiment dans de la paire-aidance. Et j'en profite pour vous parler d'une consultation en particulier, celle d'Angler. C'est la consultation qui organise les rendez-vous du mercredi et qui a participé à l'expo photo que vous avez déjà été voir ou que je vous invite vraiment à découvrir parce qu'elle est incroyable. Et donc, les rendez-vous du mercredi, c'est des mamans qui se rencontrent, qui ont la possibilité de déposer leur enfant dans une pièce juste à côté et les enfants sont gardés par des professionnels et qui peuvent échanger. Et j'ai eu l'occasion de participer à un de ces mercredis là, on voit vraiment toute la plus-value en fait, de pouvoir créer un lien de confiance avec un encadrement de professionnels bienveillants, outillés. Et finalement, les mamans se sentaient suffisamment en confiance pour, au début de la matinée, peut-être parler de la mauvaise nuit, et puis du fait qu'elles deviennent un peu excédées, et puis que finalement, c'est vraiment dur. Et il y a cette écoute et ce partage. Et puis, il y a d'autres choses qui se créent, comme un petit groupe WhatsApp où elles peuvent échanger, où elles se sont données comme mot de passe tasse à café quand ça ne va pas. Parce que finalement, dire j'ai besoin d'aide, ça ne va pas, c'est difficile de mettre des mots là-dessus. Donc, elles ont mis ce petit mot, ce code qui permet du coup une réaction de toutes les mamans en solidarité. Et donc, ces groupes, ils existent au sein de l'ONE notamment.
soit au sein des consultations, soit dans des lieux de rencontre enfants-parents reconnus par l'ONE. Marie Grégoire, qu'est-ce qui met autant la pression sur la maman dans notre société actuelle? Est-ce que ce sont les injonctions de la société? Est-ce que c'est le fait que le congé de naissance soit encore insuffisant pour le papa ou le coparent? Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve finalement dans un tel état de stress? Beaucoup de choses. Mais il y a vraiment, comme je le disais, on a vraiment perdu ce village tout autour des femmes et des familles. Donc souvent les jeunes parents, ils sont assez isolés. Donc on a parlé de la durée des congés de maternité, notamment le congé du père ou du coparent qui est assez court et qui ne permet pas qu'il puisse être présent pendant longtemps auprès de la maman. Et donc ça favorise son isolement évidemment. Et le fait que ce soit difficile pour lui de prendre sa place. Et même quand on a un papa investi, on n'est quand même que 2 adultes pour s'occuper d'un bébé H24 qui a des besoins assez intenses. Il a vraiment besoin de contact, de peau à peau. Il a de grands besoins. Et donc, voilà, on se retrouve souvent isolé. Il y a aussi ce qui isole les femmes, c'est que... donc il y a un manque de relais peut-être. Un manque de relais, voilà, parce que même quand ils sont 2, ils se retrouvent tout seuls pour gérer le ménage, l'entretien de la maison, les repas. Voilà, les besoins du bébé. Quand on a passé une journée avec un bébé, on se rend compte qu'on peut passer toute la journée à avoir uniquement changé, nourri son bébé. Donc le fait d'avoir perdu tout ce village fait qu'on se retrouve seul. Il y a aussi peu de... la société offre peu de moyens aux mamans de s'offrir des soutiens en plus du suivi médical qui est prévu, des repas, etc. Antérieurement, on vivait tous ces passages vraiment en communauté entre femmes. Et donc, quand on venait d'accoucher, on avait toute cette communauté de femmes qui nous entouraient. On partageait les tâches. On avait aussi déjà vu d'autres femmes devenir mères avant nous, donc on avait moins d'attentes irréalistes et on savait à quoi s'en tenir. Et on avait aussi tout ce précieux soutien communautaire. On venait nous préparer à manger. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme commère, mais souvent on pense que c'est une vieille femme qui raconte des méchancetés. En fait, commère, c'est mère avec. Donc avant, on avait ces mamans, ces autres femmes de la communauté qui permettaient à la femme de rester allongée, de rester au lit et de pouvoir s'occuper d'elle, s'occuper de son ménage, de la nourrir, etc. Qui permettait vraiment cette récupération physique. Elles vivaient tout ensemble, donc elles avaient des espaces pour déposer ce qu'elles vivaient entre elles. Donc voilà. Est-ce que les séjours de plus en plus courts à la maternité ont aussi, oui c'est pour vous, ont aussi un impact important? Oui, évidemment, les mamans qui sortent à J2, J3, physiquement, elles ne sont pas encore au top de leur forme, loin de là. Et sur le plan, elles ne sont pas au top au niveau physique, au niveau émotionnel. D'où l'important, je reviens avec ça, mais c'est le préparer. Et on est trop avec l'idée, tu n'as pas besoin de te préparer à l'accouchement puisque tu veux une péridurale. Et ça, c'est vraiment ce sont des idées à bannir. La préparation, c'est une préparation à la naissance d'une famille, à la naissance d'une maman, à la naissance d'un coparent, à la naissance de devenir grand frère, grande sœur, parce qu'il y a la fratrie qui est appliquée aussi. Et donc, c'est vraiment important de se préparer. Et quand on parle des repas, etc., en prénatal, en général, on suggère aux mamans, tiens, est-ce que tu ne penserais pas à mettre des petits repas dans ton congélateur et à éviter la famille. Il y a ici, je suppose, pas mal de personnes qui connaissent Ingrid Baillot. Elle nous a suggéré depuis vraiment, je pense qu'il y a 20 ans, qu'elle propose les bons cadeaux pour. Et les bons cadeaux pour, c'est bon cadeau pour que je vienne te repasser une main de linge, bon cadeau pour que je vienne t'amener un repas. Et alors, comme je dis toujours aux parents, tu sais, le 20e doudou que tu vas clapper dans le fond de ton armoire, on n'en a pas besoin. Mais par contre, si ta copine veut t'amener un repas, si ta copine veut ou des amis veulent absolument passer quelques heures avec toi, ils viennent, mais ils amènent leur repas, tout le monde mange ensemble, on ne perd pas son temps, ce n'est pas une visite qui vient s'asseoir auprès de la maman pendant 2 heures alors que le bébé dormait, que la maman aurait pu se reposer. Et c'est vraiment ça qu'on doit recréer, c'est faire comprendre
à l'entourage de la famille que la maman, elle doit se reposer. Dans pas mal de cultures, on est aux 40 jours, on dit à maman qu'elle doit se reposer. Quand les mamans sortaient après une semaine, elles étaient déjà un peu mieux, mais à 2 jours, et les césarines qui sortent à J3, c'est quand même c'est très très compliqué. Donc, les personnes qu'il y a ici, si vous avez des futures mamans dans votre entourage, n'allez pas chercher un doudou. Faites-lui des repas, suggérez que vous allez passer une paire d'heures à la maison pendant qu'elle se repose, vous surveillez le bébé. Si cette maman est dans l'hypervigilance et qu'elle est dans l'incapacité de pouvoir dormir si elle ne surveille pas son bébé, et pendant ce temps-là, vous pliez sa manne de linge, vous rangez sa cuisine. Enfin, il y a plein de choses à faire dans une maison pour soutenir une maman. Si Marie Grégoire, je vois que vous avez envie de... oui. Pardon, vous aussi, tout le monde veut rebondir. Mais je voulais rajouter aussi que ce qui isole les mères et les parents, c'est que nos familles proches, alors parfois elles sont éloignées géographiquement, et puis aussi elles sont prises dans leur propre rythme de vie, dans leur vie quotidienne, leur vie professionnelle, elles ont aussi chacune leur charge, et donc parfois, même quand on a une amie ou quoi qui devient mère, c'est compliqué de pouvoir lui être présente, parce que nous aussi on est occupés des fois d'essayer de survivre dans notre ménage. On a aussi le fait que les parents, les grands-parents, enfin nos parents, donc les grands-parents du bébé, travaillent jusqu'à 65 et voire peut-être très bientôt 67 ans. Or, dans de nombreuses sociétés traditionnelles, en fait, les grands-mères jouaient vraiment le rôle central de soutien auprès des mères, des jeunes mères. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la théorie de la grand-mère. C'est l'idée que l'humain a évolué pour vivre plus longtemps après la ménopause, précisément pour permettre aux femmes plus âgées de soutenir la survie des petits-enfants en soutenant la mère. Donc vraiment, ce soutien intergénérationnel, il s'est distendu. Les grands-parents donc vivent parfois loin, et donc on a vraiment besoin de retrouver ce village, ce tissu d'entraide qui s'est effiloché, en laissant les nouvelles familles, en leur apportant des bras supplémentaires. Comme Muriel l'a parlé, autrefois, et même dans notre culture occidentale, il y avait ces 40 jours de relevailles où je vous disais que les commères venaient et les femmes de la communauté s'occupaient des mères. Et donc voilà, c'est ça qui aussi isole les femmes et les familles. Oui, je voulais rebondir sur la préparation. Les parents subissent énormément d'injonctions et les plus anxieux vont se renseigner énormément et vont beaucoup lire. Et c'est intéressant, mais prudence, parce que selon les sources, sur Internet, on trouve de tout. Je suis sûre qu'on pourrait trouver que l'allaitement paternel est possible, j'en suis persuadée. Mais donc là, l'ONE, à nouveau, est un organisme de référence avec énormément de publications. Donc la lecture, il y en a. Il y a à nouveau la PEPS qui est vraiment la personne de proximité avec les familles. Et nos publications sont basées sur des études. On a un service de recherche et développement qui va sélectionner les informations. Donc vous êtes sûr d'avoir la bonne information parce qu'on peut vite être noyé et être déprimé avant le postpartum. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'en amont, avant la naissance, il y a des ressources qui existent et tout ça est gratuit. Tout à fait. Tout est gratuit et tout est disponible sur le site internet de l'ONE ou auprès d'une consultation, auprès d'une PEPS, au sein d'une consultation. Il suffit de passer la porte. C'est ça. Marie Grégoire, est-ce qu'il faut, en quelque sorte, apprendre à devenir parent ? Comme tout à l'heure, Ingrid l'a dit, les corps postpartum sont invisibilisés. Donc, certainement que si, comme auparavant, quand on devenait mère à notre tour, on avait déjà vu d'innombrables femmes de notre entourage devenir mère, on aurait une idée un peu plus précise de ce que c'est la vie en postpartum, de ce que c'est d'accompagner un tout jeune bébé. Donc, idéalement, on devrait peut-être être sensibilisé à ça, peut-être dès l'adolescence, en tout cas initier les jeunes femmes et les jeunes hommes, un peu plus normaliser tout ça comme le fait cette expo. Et effectivement, se préparer, un peu anticiper, savoir du coup ce qu'on va vivre dans notre corps, quels vont être les besoins de ce corps qui est en récupération, qui va avoir besoin de se régénérer, de se reposer, savoir un petit peu, anticiper les besoins. Nous, les doulas, souvent, on propose l'élaboration d'un plan postpartum
postpartum. Donc, c'est vraiment un document vivant dans lequel on invite les parents à explorer les différents besoins qu'ils vont avoir, qu'ils soient physiologiques, enfin voilà, leurs besoins de sommeil, de repas sains et nourrissants, de prendre soin aussi de leur corps, de leur bien-être. Et alors, on peut aussi, dans ce plan postpartum, envisager, voilà, quel va être le village que je peux créer autour de moi, autour de nous, les personnes proches qui vont pouvoir être aidantes et soutenantes, et aussi les professionnels de santé, de périnatalité, vraiment lister toutes ces personnes pour que quand on sera dans l'œil du cyclone, on puisse savoir qui appeler en cas de problème, voilà, le médecin traitant, etc. Enfin, toutes les différentes personnes qu'on va pouvoir mobiliser et qu'on va pouvoir aussi contacter en prénatal pour, par exemple, la sage-femme. C'est toujours mieux, évidemment, de la rencontrer en période prénatale pour lui permettre de nous connaître, etc. Ce plan postpartum, il permet aussi de poser les intentions. Voilà, est-ce que j'ai envie d'allaiter ou pas? À quel moment est-ce qu'on va devoir retourner au travail l'un et l'autre? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place au niveau pratique? Enfin, qui va s'occuper de l'entretien de la maison? Qui va s'occuper des courses, des repas? Et donc, on avait parlé de ces chaînes de repas aussi. Donc, plus on va se préparer, plus on va s'informer aussi sur voilà, les besoins d'un nouveau-né, comment l'accompagner, le portage, le pot à pot, etc. Plus on va être outillé, certainement mieux on va vivre plus sereinement cette période bouleversante. Madame Nélissen, si on devait faire une petite to-do list aux personnes qui s'apprêtent à devenir parents, qu'est-ce qu'on peut mettre en place avant la naissance pour éviter finalement une dépression postpartum ou même un baby blues? Il y a des facteurs de risque pour la dépression postpartum déjà. Donc la to-do list, vous pouvez la faire tant que vous voulez. Si vous avez une maman qui a des antécédents qui risquent de l'amener... je ne sais pas si je peux aller dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a des facteurs de risque. Donc, la to-do list, elle ne va pas empêcher une maman qui, par exemple, a déjà des problèmes de santé mentale au niveau de l'abandon, qui a des troubles psychiatriques déjà connus. Vous pouvez faire toute la to-do list que vous voulez. Je pense qu'on risque quand même de partir vers la dépression avec la maman. Mais c'est clair que l'idéal pour éviter la dépression postpartum, c'est quand même d'avoir créé son village, d'avoir vu avant l'accouchement et de ne pas se dire « Oh, mais de toute façon, pas de souci, comme on l'entend très régulièrement, je vais avoir 14 semaines de congé. » Non. Je vais avoir 14 semaines de congé, donc ça va aller. Et quand on leur propose même des choses toutes bêtes comme prépare tes repas à l'avance, mets-en au congélateur, mais mon mari est là, c'est lui qui cuisine d'habitude. Ben non, parce que monsieur, il va peut-être aussi à midi, il n'aura pas déjeuné, et vous, le coparent, ils seront en pyjama, tout le monde va être avec comme un zombie à midi quand le bébé a 4 jours, il n'y a personne qui va faire à bouffer. Mais non, mais c'est Muriel. Welcome. Ouais. C'est la réalité. Donc, la to-do list, oui, mais c'est vraiment essayer d'avoir mis en place un maximum de choses avant et de comprendre ce qui va se passer. Quand on entend que la dame se repointe à la maternité parce qu'elle saigne et qu'elle pense qu'elle fait une hémorragie, c'est triste. Cette dame est le niveau de stress qu'il y a dû avoir chez elle et qui a dû rester engrammé et qui a peut-être amené un risque de dépression parce qu'elle a vécu quelque chose, un choc post-traumatique, parce qu'elle a été traumatisée, elle est retournée à la maternité, elle a peut-être dû laisser son bébé avec son compagnon ou le coparent ou avec son compagnon. Et voilà, il y a quand même des choses pour lesquelles on ne sait pas prévoir le risque de dépression. Il y a des mamans qu'on voit en prénatal, on se dit ça va rouler, et puis c'est elle qui s'effondre. Et l'inverse, celle qu'on sent plus fragile, on se dit oh là là, celle-là, je vais la surveiller de plus près. Et puis, on ne sait pas pourquoi elle se révèle. Et ce sont des mamans qui vont super bien dans le postpartum. Et pour les papas, c'est la même chose. Les papas qui sont le grand gaillard tout carré, là, puis c'est le nounours... vous cassez le chocolat et puis il y a de la mousse à l'intérieur, quoi. Et c'est quelle belle métaphore. Et on voit de tout. Et alors, il n'y a pas un postpartum qui est le même que l'autre. Alors, une to-do list et avoir des... Moi, je ne supporte pas les protocoles. Un protocole qui va nous dire tu dois faire ça, 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 ça.
pour moi, ce n'est pas vrai. Chaque famille est différente, chaque naissance est différente. Et le matin, on part faire notre tournée, on s'imagine que là, sa petite visite va aller vite. Et puis, on arrive là, et puis pouf, on sent, rien qu'en entrant, ouh là, ça ne va pas. On pensait rester 1 heure, on reste 1h30, 2 heures. On décale toute notre journée. Et puis, la maman chez qui on pensait rester 2 heures parce qu'on pensait qu'elle n'était pas top, que ça risquait de ne pas aller, chez elle, ça roule. Donc, la to-do list, oui, c'est quand même prévoir son entourage, être quand même un minimum organisé pour savoir qui s'occupera du linge, répartir les tâches entre la maman et le coparent, et savoir et prévenir aussi le coparent que le baby blues existe, que le 3e jour, quand tu auras eu la nuit Java, que le bébé aura pleuré toute la nuit et que maman pleure, c'est normal. Et prends-la dans tes bras, berce le bébé, berce maman. Oui, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à faire et essaye de rester disponible un maximum. Marie-Grégoire. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, enfin, moi, une réflexion que j'invite souvent les parents que j'accompagne à avoir, c'est aussi quand je suis en situation de stress, quand je suis super fatiguée ou que j'ai vraiment... Qu'est-ce qui me fait du bien? Comment est-ce que je remplis ma citerne d'énergie? De quoi j'ai besoin, moi, pour fonctionner à peu près normalement? D'avoir cette réflexion-là, antérieurement, évidemment, avant, et de se dire, voilà, ensemble, en couple, voilà, moi, j'ai besoin, pour fonctionner normalement, de prendre un bain tous les jours, 20 minutes toute seule, que tu t'occupes du bébé pendant ce temps-là, pour pouvoir avoir vraiment ce temps-là pour me poser, ou j'ai besoin de pouvoir X fois, aller boire un café avec des copines, ou aller boire un verre avec des potes, ou aller courir 2 fois par semaine. Enfin, vraiment lister chacun les besoins, les noter, et puis envisager, même si on ne sait rien prévoir, comment on va le vivre et ce qu'on va vivre, mais l'avoir posé et avoir eu cette réflexion-là en couple, ça peut quand même être aidant après pour essayer que chacun puisse quand même avoir ses espaces de ressources et pour remplir sa petite citerne d'énergie pour pouvoir après accompagner ce bébé le plus sereinement possible. Oui. Dans les facteurs qui peuvent contribuer à l'angoisse qui peut régner après une naissance, il y a aussi le manque de place en crèche. Madame Gallo, est-ce que ça, c'est un facteur qui revient assez souvent? Alors, la question se pose très vite. Question piège. La question se pose même avant, dès le projet d'enfant. Et puis la recherche pour une place d'accueil dans une crèche ou auprès d'une accueillante, elle se fait, l'inscription peut se faire à partir du 1er trimestre passé. C'est un facteur de stress, évidemment, auquel je n'ai pas de solution. Donc l'ONE les crèches n'appartiennent pas à l'ONE, l'ONE n'organise pas les crèches, l'ONE contrôle et accompagne les crèches et les accueillants, donc les milieux d'accueil. Et ça, c'est un problème à l'échelle de la Belgique, c'est un problème sociétal, mais qui participe au stress des parents parce qu'il y a une pression sur les parents, sur les mamans de retourner travailler. Donc l'allongement du repos de maternité, évidemment, ça serait une solution, mais pas la seule. C'est des nouvelles ouvertures de places d'accueil via des crèches, mais pour ça il faut des appels à projets si on veut être en crèche subsidiée. Et le métier souffre d'attrait pour le moment, puisque on a de moins en moins de personnes qui souhaitent s'engager dans l'accueil de la petite enfance. Ouais. L'ONE y travaille activement, évidemment, auprès de nos politiques, auprès des écoles. Donc des tas de choses sont mises en place pour pouvoir résoudre ces différents problèmes, mais c'est un vrai problème de société. Mm-hmm. Et les parents, comme on disait tout à l'heure, les grands-parents ne sont pas encore disponibles pour garder les enfants. C'est ça. Dans les perspectives de solutions, c'est vraiment important aussi de plus impliquer le coparent, le père ou le coparent. Oui. Oui, d'où l'intérêt, je reviens avec la prénatale, mais d'avoir rencontré le couple
avant l'accouchement, parce que quand vous expliquez certaines choses à la maman et qu'elle doit elle va les répéter aux coparents, mais avec son filtre, avec peut-être ce qu'elle a envie de lui faire passer en particulier. Donc je me dis que moi j'aime bien travailler avec les couples parce qu'on les rencontre avant, on voit un petit peu, on perçoit un peu comment ils fonctionnent et on peut faire comprendre aux coparents l'importance de sa disponibilité et l'importance de la fragilité dans laquelle va se trouver la maman dans les premiers jours, les premières semaines qui suivent l'accouchement. Donc ça, c'est vraiment important. Mais il y a aussi des mamans toutes seules. Donc on fait un peu... Et il y a des coparents qui ne participent pas à la prénatale. Donc on fait avec. Les mamans solo qui sont peut-être encore plus à risque de développer des dépressions postpartum. Oh, oui. Oui. Ok. Si je vous comprends bien, le message, c'est vraiment plus de relais, un maillage plus important, finalement, pour entourer au mieux les parents. C'est vraiment ça la clé? Oui, bien entourer les parents. Et alors, comme Jessica le disait, moi je travaille beaucoup avec l'ONE et c'est vrai qu'on a pas mal d'ateliers, ce qu'on appelle les activités collectives dans les ONE, qui permettent aux mamans de sortir de chez elles, de rencontrer d'autres mamans au travers du massage bébé, des ateliers de portage, on a des ateliers contes et comptines, il y a vraiment beaucoup de choses. Et maintenant, on a la chance d'avoir les PPL, donc les psychologues de première ligne, qui sont complètement remboursés à partir du moment où on s'occupe d'une personne entre 0 et 23 ans. Et on a des groupes de parole pour les mamans qu'on peut organiser justement en collaboration. Je fais un groupe avec une psychologue de première ligne et les mamans viennent, on vient de terminer un groupe, on avait 10 mamans qui sont venues 4 lundis d'affilée et elles disaient le dimanche soir, c'est ma petite bouée d'oxygène, demain je sais que je viens passer la matinée à l'ONE où on va m'écouter, où je vais pouvoir déposer et puis voir que finalement la copine elle a mal dormi aussi, son compagnon, le coparent a un petit peu les mêmes réactions de peu d'aide, et elles sont vraiment en train de se rendre compte qu'elles ne sont pas toutes seules et on est vraiment dans cette sororité des dames dans la pérédance, oui, et ça, avec l'intérêt d'être accompagnée par une psychologue spécialisée en périnatalité qui va aussi percevoir, parce que finalement au travers de ce groupe qui est un groupe de prévention, on a détecté des mamans qui démarraient une dépression et qu'on a pu orienter vers un suivi individuel. Jessica Gallo, vous vouliez rebondir? Oui, au sujet des activités collectives. Donc, Muriel en a cité quelques-unes. Donc, il y a portage, éveil musical, psychomote, massage bébé, conférences, formation premier secours, etc. Donc, c'est organisé au sein des consultations, c'est encadré par les PEPS et d'autres professionnels. C'est important de préciser que tout ça, c'est gratuit. C'est ouvert à tous, à toutes, et c'est entièrement gratuit, tout comme le suivi de la PEPS. On voyait tout à l'heure dans l'étude que les PEPS suivaient jusqu'à 2 à 6 semaines maximum les parents. Il y avait un suivi à domicile qui se résumait parfois seulement après 6 semaines, après l'accouchement. C'était généralement 2 visites à 2 et 6 semaines, mais évidemment, elle peut venir plus souvent, elle peut plus... Enfin, voilà, mais c'était généralement... Là, c'était la moyenne des personnes que vous avez interrogées. La PEPS, elle peut... parce que s'il y a des parents qui ne sont pas fans d'activités collectives et qui ne veulent pas entrer en contact avec d'autres parents, c'est évidemment un choix qu'on respecte. Donc, la PEPS peut aller au domicile des parents, peut y aller, et elle y va évidemment gratuitement, et elle peut y aller jusqu'aux 7 ans de l'enfant. Donc là, on est sur un suivi extrêmement long et toujours gratuit. Marie-Grégoire, peut-être une dernière question pour conclure cette table ronde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire enfin cette charge mentale qui continue de peser beaucoup sur la maman? Alors, du coup, oui, voilà, on a parlé de l'isolement logistique, de toute cette logistique quotidienne qui pèse. Donc, c'est d'organiser
Vous savez répéter la question? La charge mentale continue de peser beaucoup sur la maman. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en finir militer avec ça? pour un congé parental, coparental et du papa plus long, évidemment, pour, comme le disait Ingrid, qu'il puisse s'investir dès la naissance du bébé et avoir une répartition plus égalitaire, évidemment, de toutes des tâches éducatives et de l'accompagnement de ce bébé ensemble. Voilà aussi peut-être une société qui s'organise pour prendre soin des femmes et des familles avec des remboursements peut-être aussi pour tous les soutiens alternatifs au suivi médical pour permettre de renforcer ce village autour des parents. Voilà, merci beaucoup à vous trois pour vos interventions très pertinentes, je pense. On va maintenant passer au moment d'échange avec le public. Donc si vous avez des questions, on va passer avec un micro et vous pouvez nous les adresser. N'hésitez pas à lever la main. Moi, je peux bien intervenir avant pour briser la glace. Allez-y. Sauf si ça vous pose problème que je le fasse maintenant. Je croyais que je devais le faire maintenant. Ça m'arrange bien de le faire maintenant. C'est un chouïa trop tôt, mais... Comment? C'est un chouïa trop tôt, mais... Oui, mais comme je vois que personne n'ose poser de questions, je vais y aller. Très pratique quand on est une mère, ceci. Avant, je détestais, on sait mettre plein de trucs là-dedans. Un biberon, un doudou. Alors, ma cousine est là, elle est enceinte. Mais vous venez de lui faire peur, hein? Ça va bien se passer. Non, j'étais sûre que j'intervenais maintenant, en fait. J'avais vraiment pas compris. Et donc, du coup, voilà, ça c'est ma conclusion. J'avais essayé de faire quelque chose de très structuré, mais c'est pas évident. Mais en fait, on se rend compte qu'il est, dans notre société, toujours aussi fastidieux, toujours aussi difficile d'être une femme et de donner naissance à un enfant. Et le politique n'aide pas. Voilà. Le politique n'aide pas à plein d'égards, mais ça, c'est ma casquette de diplômée en Sciences Po qui ressort. J'ai entendu beaucoup de choses, et alors ça m'a replongé dans pas mal de trucs. Je pense que moi, ce que je retiens, c'est, voyez votre sage-femme. Moi, j'avais une super sage-femme, et je ne dis pas ça parce qu'elle est dans la salle. J'avais vraiment une super sage-femme. C'est très important de la voir plus d'une fois, selon moi, parce qu'en effet, après, elle nous connaît, et quand alors, on peut se dire, mais enfin, comment est-il possible que deux adultes normalement constitués soient dépassés par un bébé de 50 cm? Mais parce que ça prend du temps, en fait, cette petite affaire, aussi belle soit-elle. Et alors, on n'est pas tous égaux. Allez, moi, je le dis comme ça, vous allez tous me détester. Mon enfant faisait ses nuits à 5 semaines. On ne s'est jamais réveillé plus d'une fois la nuit. Détestez-moi, vous pouvez. Alors moi, ma technique, c'est assez simple. En général, les gens sont épuisés par leurs enfants. Moi, j'épuise mon enfant. Voilà. C'est une technique qui fonctionne assez bien. Plus vous êtes speed, à un moment donné, il va se dire mais elle va jamais me foutre la paix. Il s'endort, en fait. À un moment donné, il n'en peut plus. Il se dit, est-ce qu'elle va arrêter de s'exciter, celle-là? Et alors, on n'a pas tous la même grossesse non plus. Ça, c'est évident. Et puis alors, on reçoit énormément, ça j'ai entendu, de conseils non sollicités. Alors, moi, j'étais la première à dire, foutez-moi la paix, j'ai pas envie d'entendre vos histoires. Et maintenant, je fais ça. Je dis aux gens, mais tu sais ce que tu devrais faire. Donc, c'est très, très difficile de lutter contre ça, surtout quand on va en parler. Et alors, on a aussi parlé du fait qu'on visibilisait pas le corps en postpartum. Je peux être un modèle. Franchement, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à visibiliser. Alors, on se dit, oh, mais elle a maigri, mais j'avais acheté ça vraiment 2 semaines après avoir accouché. Ne jamais faire ça. Ne jamais aller dans un magasin 2 semaines après avoir accouché pour vous redonner confiance en vous. C'est pire, c'est pire. J'ai jamais pris des pantalons aussi larges, j'étais là dans la cabine. Il y a une dame à côté, mais vous savez, ça ne fait que 2 semaines. Oui, je sais bien. Voilà. C'est un peu le baby blues aussi, parce que moi, ma sage-femme n'a pas su venir parce que j'ai accouché juste avant un week-end. Enfin bref, peu importe. Donc j'ai eu une autre sage-femme qui est venue et qui m'a littéralement pincé le sein. Enfin, c'est la sensation que j'ai eue pour la fourrer dans la bouche de cet enfant. Et quand elle est partie, j'ai dit, elle est méchante. Elle est méchante. Et mon mari à côté, bah non, on n'exagère pas. Elle n'a quand même pas fait à ce point-là. Elle est méchante. Et puis lui, oui, elle est méchante. Franchement, elle est méchante. Elle est méchante. Voilà, c'est important d'avoir un coparent qui soutient et qui peut même être de mauvaise foi. Franchement, si ça vous arrange, il ne faut pas qu'il hésite, qu'il soit de mauvaise foi le plus possible.
Et puis alors moi c'est ma technique à moi de postpartum, vraiment juste direct. Après l'hôpital, moi j'avais dit à mon mari, je te préviens, ça fait 9 mois qu'il est là. Je le porte depuis 9 mois. En plus, il faut savoir que moi j'ai un peu accouché de veau, parce qu'il faisait 4,4 kg. Oui, c'est impressionnant, c'est très impressionnant. D'où, il y en a encore un peu, je crois. Il est resté quelques morceaux. Et donc moi j'avais dit à mon mari, mais je te préviens, les 3 jours qu'on reste à l'hôpital, je ne bouge pas de ce lit. Je ne me suis pas levée une seule fois. Non, je vous jure, je ne me suis pas levée une seule fois. La nuit, je ne me suis pas levée. Et j'ai même dit, et il n'a pas beaucoup pleuré cette nuit. Il m'a dit, tu te fous de ma gueule? J'ai dit, je n'ai pas tant entendu que ça. Et ce que ça a permis aussi, c'est, alors ça peut paraître un peu drôle comme ça, mais c'est que c'est à mon mari qu'on a tout expliqué. Mais c'est vrai, parce que déjà, quand on vient d'accoucher, on est incapable de retenir une information. On ne sait déjà pas si on s'est lavé ou pas, si on peut se relaver, si on peut foutre le pommeau. Est-ce qu'on peut foutre le pommeau? Non, on ne peut pas foutre le pommeau. Est-ce que, merde, j'ai des points, j'ai mal, je suis en train de perdre des steaks de sang, est-ce que c'est normal? Voilà, moi on m'avait pas dit que j'allais perdre des foies de veau, on ne m'avait pas prévenu non plus de ça. Parce que la sage-femme, elle va pas tout vous dire non plus, sinon vous allez jamais vouloir le faire sortir, cet enfant. Donc, à un moment donné, c'est normal qu'elle vous dise pas tout non plus. Donc, on lui a tout expliqué, donc les premiers soins. Et alors, qu'est-ce que ça a permis? C'est que lui, après, il m'a expliqué des choses, et non l'inverse. Parce qu'en fait, c'est souvent la femme à qui on explique tout, qui doit tout expliquer à son compagnon, comme disait Muriel, qui met son filtre. Et donc là, c'est lui qui m'a expliqué des choses, notamment faire les soins. Alors, mon mari, lui, est très, 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 très appliqué. Le problème, c'est que lui, il est très... Enfin, voilà, chacun son mari. Mais ça a quand même bien aidé, ça a quand même bien servi. Et puis quand moi j'étais très contente par contre de partir de l'hôpital, ça aussi c'est un peu chacun. Enfin c'est pas que les gens n'étaient pas sympas, c'est pas ça que je veux dire, mais je me souviens que j'ai accouché, puis on m'a bien appuyé sur mon utérus. Il est en train de bien descendre, oui mais ça va, il est en train de bien descendre, c'est super. Et puis 2 heures après on a réappuyé dessus, et puis on m'a dit est-ce que la stagiaire peut le faire? J'ai dit ah non ça suffit. Je pense que mon alors ça c'est important aussi. N'hésitez pas à dire non. N'hésitez pas à dire non, ça j'en peux plus, ou ça me dérange. Je sais pas combien de fois on m'a pris ma température, j'ai dit mais ça va, je suis pas. Enfin, j'imagine qu'il y a des raisons de le faire, mais vous pouvez aussi dire non. Vous pouvez dire non à des visites que vous n'avez pas envie d'avoir, franchement. Oh non, le petit n'arrête pas de régurgiter. Plein de raisons faciles. Franchement, si vous n'avez pas envie de recevoir des gens, vous le dites gentiment. Et pareil. Ça, c'est vraiment important. Si vous allez voir des gens qui ont des enfants, mais arrêtez de nous offrir des... Moi, je pense que j'ai 8 couvertures. Voilà, qui ne servent à rien. Et j'aurais préféré avoir un repas ou je sais pas, ou qu'on s'occupe de cet enfant pendant un moment, j'en sais rien, mais voilà, il y a plein de choses. Je l'aime de tout mon cœur, il est super, évidemment, hein, mais on est parfois très fatigué. Alors, un outil super, tu n'en as pas parlé, c'est le ligueur. Je trouve que c'est un super outil parce que le ligueur a sorti en fait un numéro par mois de vie du bébé. Donc le bébé a 1 mois, le bébé a 2 mois. Et alors nous, on lisait ça avec mon mari et du coup, on s'est rendu compte que notre enfant n'était pas du tout un génie, en réalité. Et qu'il était juste comme les autres, mais ça avait quelque chose de rassurant. Et surtout, c'est très bien rédigé parce que c'est pas du tout culpabilisant. Parce que nous, on a eu un enfant qui avait vraiment du mal à manger tout ce qui était solide. Et ça vous déculpabilise sur plein de choses. Et c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Donc franchement, abonnez-vous au Ligueur parce que c'est vraiment super. Et en plus, il y aura des réductions pour mes spectacles. Mais bon, ça viendra plus tard. Mais vraiment, j'ai trouvé ça intéressant. Et à chaque fois, je disais, oh, regarde, c'est comme le petit est en train de faire. Et puis, du coup, on peut regarder les enfants des autres et se dire, celui-là est en retard, celui-là est très en retard. Ouais. Non, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça, même si on est parfois tenté de le faire. Mais on n'a pas fait ça. On ne peut pas tout faire non plus. On peut pas tout faire. On peut pas recommencer. Moi, je suis indépendante. Enfin, moi, j'ai recommencé à travailler à 9 semaines. J'étais sur scène à 9 semaines post-grossesse, mais enfin, je dirais pas que mon métier est plus simple que d'autres, mais c'est-à-dire que moi, je suis montée sur scène pendant 1h30. Alors après, j'ai cru que j'allais perdre mon utérus, en réalité, mais avec une belle ceinture de maintien. Ça aussi, c'est vraiment super. Non, c'est très pratique à la fin de sa grossesse, je le dis, mais enfin bon, bref, c'est autre chose. Je n'ai aucune structure. Voilà, on m'a demandé de faire une conclusion, mais vous adressez à la personne qui a le moins de structure possible. Et puis, il y a à côté, il y a des gens qui lisent tout, il y a des gens qui lisent rien, et je pense en effet que l'ONE et la Ligue des familles sont quand même... Des bonnes bases, parce que franchement, on peut trouver mais tout et n'importe quoi. Et alors, il y a aussi cette fameuse question de l'allaitement. On n'en a pas beaucoup parlé. Moi, je ne voulais pas allaiter du tout. Je disais avant, je ne veux pas allaiter, sauf qu'à partir de 5 mois de grossesse, j'ai commencé à perdre du lait. Mais alors forcément, je ne savais pas que j'avais un veau, donc j'étais une vache laitière, en réalité. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai quand même du lait qui sort à 5 mois de grossesse, mais c'était incroyable. J'avais des trucs, des bazars, enfin bref, c'était terrible. Et alors, je le faisais, pour rire, je faisais, regardez les gars, je faisais ça.
Et quand j'ai accouché, j'avais tellement de lait que la sage-femme de la Citadelle m'a dit mais vous avez stimulé pendant votre grossesse? Et j'ai vraiment répondu pour faire rire mes potes, quoi. Et donc elle a dû se dire mais qu'est-ce qu'elle faisait pour faire rire ses potes. Et donc moi je voulais pas spécialement allaiter, puis comme j'en avais plein, je me dis je vais quand même le faire. J'ai pas aimé ce moment du tout, et ça il faut pas avoir honte de ça, c'est pas grave si on n'aime pas, on s'en fout en fait. Et si on aime bien, c'est très bien. Moi j'ai une amie qui a allaité jusqu'à 2 ans, ça m'échappe un peu, mais chacun fait vraiment ce qu'il a envie, et tant que ça convient à tout le monde, c'est ce qui compte. Et donc j'avais tellement de lait, je savais plus quoi en faire, quoi. Vraiment, je me levais le matin, qui en veut dans son café? Enfin, c'était terrible. Et donc j'en ai donné au lactarium de la Citadelle pour les prématurés. Non, je ne dis pas ça pour qu'on m'applaudisse, mais je dis ça parce que si vous en avez beaucoup, franchement, donnez-le, parce que j'ai amené 7 litres quand même. Et j'ai voulu arrêter d'allaiter, mon corps ne voulait pas, donc ça continuait à sortir. J'ai même fait, allez, je vous le dis, j'ai fait des crêpes. Voilà. J'ai fait des... Là, Luc le jeune, il n'en peut plus. Là, il est par terre. Non, j'ai fait des crêpes. Eh ben, on ne voit aucune différence. Sachez, mon mari, lui, qui n'en avait rien à foutre, a dit franchement, c'est économique hein, comme truc. Tu peux en faire tant que tu veux, les crêpes. Et donc, il y a aussi des moments très marrants, parce qu'on a parlé de tout ce qui n'allait pas. Il y a plein de trucs qui vont. Et moi, je voudrais dire aussi que l'ONE, et pour moi, l'ONE et la sage-femme sont les personnes centrales dans votre grossesse et dans votre postpartum, parce que, en effet, c'est un peu la personne de référence. Moi, je me souviens qu'au début, j'envoyais à la sage-femme une vidéo du petit qui respirait en disant c'est normal qu'il respire comme ça. Et en fait, c'était normal, mais ça aurait pu ne pas l'être. Et en fait, ces gens sont là pour ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller vers eux. C'est vrai que l'ONE, il y a plein d'activités. Mais ça, par contre, ce qui est compliqué aussi, je trouve, c'est que comme le congé de maternité est très court, en fait, il y a plein de choses qu'on a envie de faire. Et puis, en fait, on se dit, il a 6 mois, c'est passé, c'est terminé. Et donc... voilà, on fait ce qu'on peut, et surtout, moi, j'ai envie de vous dire, parce que ça, je trouve que c'est le plus important, il faut vraiment être soi-même. Il ne faut pas s'inventer une vie et une personnalité parce qu'on a des enfants. Moi, j'ai des gens, ils n'ont jamais écouté de musique classique de leur vie, et ils font écouter de la musique classique à leurs gamins. Alors, en soi, c'est super, mais si toi, tu le fais déjà pas, ça n'a pas de sens, en fait. Enfin, voilà. Moi, mon mari, il m'a dit, moi, jamais, le petit, il écoutera des comptines de gamins. J'ai dit, oui, ok, si tu veux. Donc, il lui passe les Beatles en intégralité. Bon, voilà. Et à chaque fois, il lui montre, c'est John Lennon, c'est Paul McCartney. Bon, il a 15 mois, hein. Mais voilà, ça lui ressemble. Et voilà, mon mari, moi, il est musicien, donc il y a une guitare forcément à la maison, donc le petit adore jouer à ça. Mais par exemple, on est des nullards en sport, ça se voit, j'ai envie de dire. Et donc, voilà, on ne peut pas tout apporter à notre enfant. Apportons ce qu'on est déjà. Et en plus, en étant soi-même un parent, il y a plein de choses de nous qui transpirent, mais sans même qu'on s'en rende compte. Et c'est ça qui est très chouette, en fait, dans le fait d'être parent. Enfin, moi, je suis très contente d'être parent, mais comme j'ai dit, j'ai vite dormi, ce qui change beaucoup de choses. Et on n'est pas tous égaux, il faut bien se dire aussi qu'il y a une loterie. Alors, ça, ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que ce n'est pas parce qu'il fait ses nuits à 5 semaines que c'est parti pour toute la vie. Il y a ce qu'on appelle des petites régressions. Et nous, on a une régression à 8 mois où il se réveillait une fois par nuit et les gens disaient une fois ça va. J'ai dit mais non, ça ne va pas du tout. Et donc, et c'est ça le plus dur, je trouve, dans le fait d'être parent, c'est ce qui est le plus déstabilisant, c'est que rien n'est jamais acquis. Alors, c'est un côté un peu flippant, mais ça a un côté aussi très challengeant. Il y a parfois des choses qui vont très bien marcher pendant une semaine. Nous, à un moment donné, comme il mangeait pas bien, on essayait tout. On n'a pas commencé à donner du McDo, mais à un moment donné, on a donné des lentilles. Il adorait, je donnais plus que des lentilles. À un moment donné, c'était la banane, il bouffait, mais que de la banane. J'ai jamais dit à la pédiatre que parfois 3 jours d'affilée, il ne mangeait que de la banane. Mais comme il n'y avait que ça qui marchait, on lui donnait tout le temps de la banane. Et donc, on fait ce qu'on peut. Et surtout, entourez-vous de gens qui vous correspondent et que vous pensez bienveillants avec vous. Parce qu'il y a des gens où parfois on a un peu l'impression qu'ils sont contre nous. Il faut s'éloigner de ces gens-là. Ça peut être votre mère. Hein. Voilà, c'est peut-être un peu violent, mais c'est pas toujours les personnes qu'on croit qui sont nos alliés en réalité. Et pareil, ces injonctions à longueur de journée, ne le prends pas trop, tu vas faire un bébé à bras. Punaise, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça fait 9 mois qu'il est dans ce ventre, forcément qu'il a besoin d'être... Et puis alors, quand vous venez d'accoucher, et que pendant 3-4, enfin, je sais pas, pendant 1 mois, vous pouvez faire du poids-pot, vous le mettez tout nu, vous le mettez toute nue, c'est... Oh, ça, c'est le bonheur, ça. Ça, non, mais je pense... Moi, je voulais pas d'enfant au départ, faut quand même bien le savoir. Et donc, quand j'ai vécu ça, je me suis dit, mais... Oh, c'est si bien. Et je me suis dit, est-ce que mes parents m'aimaient autant? Ben, on se pose la question. Moi, je me suis posé la question et mon mari m'a dit franchement, je suis vraiment beaucoup trop agré avec mes parents. Faut que je les appelle. Ça a tenu 3 semaines, hein. Mais voilà.
Donc c'est ça que je voulais vous dire, ça, pour celles qui vont accoucher comme ma cousine qui est là et qui doit se dire et surtout, si vous avez un mari ou une femme, si vous avez un coparent, prenez-le avec vous tout le temps. Moi, je l'obligeais, en fait. Alors, il y a des maris qui vont dire « Ouais, c'est pas possible pour le boulot. » Ouais, mais comment ça se fait que nous, on y arrive? Alors là, ça jette froid, évidemment. Mais c'est important, en fait. C'est aussi important parce que les informations, on reçoit tellement d'informations. Quand on a une séance sage-femme ou une séance ostéo, que sais-je, on reçoit tellement d'infos que c'est bien d'être deux cerveaux pour le retenir, même si les hommes, souvent, n'écoutent pas. Mais donc voilà, entourez-vous de votre coparent et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, il y avait plein de choses dont on a parlé. Donc c'est difficile de se constituer un village quand les grands-parents doivent travailler jusqu'à 67 ans. C'est le mal du siècle, en fait, c'est le mal de notre pays. Le congé de maternité, trop court. Congé de paternité ou du coparent, beaucoup trop court. Et en fait, ça crée en plus une discrimination à l'embauche, parce que forcément, on sait que quand on va engager une femme, elle va prendre plus de chances de tomber enceinte qu'un homme. Et donc, forcément, elle va prendre un congé et si vous êtes en concurrence avec un homme qui a les mêmes qualifications que vous, vous êtes niqué, en fait, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a ça qui compte. Et puis surtout, tant que les femmes resteront plus longtemps toutes seules avec leur bébé, l'enfant, il va avoir qui comme référent ? Forcément, il va avoir sa mère beaucoup plus facilement que son père. Et c'est ça aussi qu'il faut arriver à changer. Il y a quand même une statistique, j'ai lu une statistique en France, 85% des pères n'ont jamais passé plus de 24 heures entières avec leur bébé. C'est effrayant, en fait, comme chiffre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas conscients de ce que c'est d'être tout seul pendant 24 heures avec un enfant. Nous, on est bien conscientes, hein. Faut pas se tracasser, on est bien au courant de comment ça se passe. Mais donc, voilà. Et alors, je suis d'accord avec les repas au congélateur, mais nous, à un moment donné, on en avait trop. Et parce que tout le monde avait fait ça, et j'ai dit, j'en ne peux plus de bouffer du gratin et des lasagnes. Amenez-moi une salade avec un œuf poché qui coule, ça fait 9 mois que j'en rêve. Donc voilà, donc, ça va bien se passer. Je dis ça à ma cousine et à toutes les femmes enceintes, et celles qui le désirent. Et surtout, n'oubliez pas que c'est quand même plein de beaux moments aussi, parce que là, tout avait l'air absolument atroce. Mais sachez que c'est super aussi, sinon les gens n'en feraient plus, je pense. Mais même si c'est dur, c'est vrai. Mais, et puis on se découvre en tant que couple, ça aussi on en a très très peu parlé. Pour le couple, c'est ce qui moi m'a le plus... on n'est plus un couple en fait. Enfin si, on est un couple, mais il faut le temps de... D'abord, on est en pilote automatique. Il a mangé, il a fait caca. Mon mari, oh là là, il est un peu hypocondriaque, donc je me souviens que pendant toute une journée, le petit n'avait pas fait caca. Il avait 10 jours. Il a une occlusion intestinale. C'est sûr, il a une... Je dis, Elliot, s'il avait une occlusion intestinale, il serait en train de gueuler et de hurler à la mort. Mais ça, on ne choisit pas. Ça, il faut bien se le dire aussi. On ne choisit pas d'être cool, on ne choisit pas d'être stressé. Acceptez qui vous êtes, c'est déjà pas mal. Acceptez que vous êtes stressé, acceptez que... Voilà. Et puis on essaye de dealer avec ça, et puis on en parle avec des personnes de référence, des personnes du corps médical, mais aussi des personnes clés de notre entourage. Mais on ne choisit pas l'enfant qu'on a. Il y en a qui dorment bien, il y en a qui ne dorment pas bien, il y en a qui mangent bien, il y en a qui ont plein de lait, il y en a qui n'ont pas de lait. Moi, je me souviens, ça débordait à la maternité, ça, j'en pouvais plus. Et puis, mais j'avais l'impression que c'était peu, moi, parce que je ne savais pas forcément. Elle me dit, mais madame, à côté, ça fait 2 jours qu'elle pleure, elle a 3 gouttes. J'ai fait, on peut lui amener ma dose. Je me dis, pas de problème. Mais donc... Et moi, ce qui m'a très très fort marqué quand même à la maternité, et ça je tiens à le dire à chaque fois, c'est la gentillesse du personnel. Mais alors, d'une gentillesse et d'une compréhension, c'est un travail remarquable, ils sont pressés comme des citrons, les sages-femmes, elles ne sont pas toujours bien payées, alors les milieux d'accueil, les puéricultrices, c'est encore pire, forcément que les gens, ils n'ont pas envie de faire ça, ils sont mal payés, ils ont du bruit toute la journée, ils ont 7 enfants, 6 ou 7 enfants à gérer par personne, c'est dur, et ça c'est un choix politique. Ça reste un choix politique. On a de l'argent pour faire la guerre, mais on n'a pas de l'argent pour accueillir les enfants. C'est un peu effrayant. C'est ma conclusion. Merci beaucoup Manon Le Pomme. Franchement, ça fait du bien, même quand on a affaire à un sujet lourd, de pouvoir mettre un petit peu de légèreté. Vraiment, merci. Voilà, et maintenant, c'est vraiment le moment de vos questions, donc n'hésitez pas. Il y a un micro, on passe, vous levez la main et c'est à vous. Le premier timide qui va se lancer ce soir, avec ce qu'on vient de voir. Je ne suis
pas vraiment timide, et je ne suis pas vraiment, comment vais-je dire, au niveau du postpartum. La question que je me pose comme grand-maman, est-ce que dans votre expérience de rencontre de jeunes parents, quelle est l'impression que vous avez de l'intervention des grands-parents? Est-ce qu'elle est bienvenue ou est-ce qu'elle est, comment on va dire, généralement étouffante? Moi, comme grand-maman, comme maman de filles, de belles filles qui ont accouché, j'ai la crainte d'être justement dans l'injonction. Et donc, à la fois, je souhaitais être présente, avoir une présence bienveillante, avoir une disponibilité, mais on se pose comme question de la pertinence de notre attitude. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on en fait trop peu? Ma position, ça a été de dire, si vous avez besoin, vous demandez, mais est-ce qu'ils les parents se sentent suffisamment libres de demander à leurs parents et à leurs beaux-parents? Voilà, je voudrais savoir si vous pouvez un petit peu échanger de votre expérience pour que d'autres grands-parents peut-être trouvent aussi... je dévie un petit peu, je décentre un petit peu comment vais-je dire, le public, quoi, hein, le rôle du public. Mais voilà, si vous avez... Ça sera peut-être la première question qui va peut-être débloquer bien des autres. Je démarre, je laisserai la parole après. Mais déjà, l'intention que vous mettez est déjà très belle, puisque vous êtes attentive à pouvoir répondre du mieux possible sans être dans l'ingérence. Et là, je vais répondre moi à titre personnel. Posez la question, posez-leur la question simplement. Est-ce que tu veux que... Est-ce que... Et c'est déjà un peu ce que vous faites, hein. Mais je me souviens que pour ma première fille, mes parents sont venus le jour ou le lendemain que je sois rentrée de la maternité. Et ça a été très dur pour eux, mais je n'ai pas fait exprès. J'ai ouvert la porte et j'ai fait un non. C'était trop difficile pour moi. Je voulais juste aller dormir, coucouner, materner. Cette visite-là, à ce moment-là, elle n'était pas la bienvenue. Mais c'est dur parce qu'eux arrivaient pour m'aider avec les meilleures intentions du monde et je me suis excusée 1000 fois après. Mais je pense que le mieux, c'est de leur poser la question. Oui, je répondrais exactement la même chose. Voilà, leur demander, tiens, j'aimerais, leur nommer que vous auriez envie d'être présente pour eux et du coup, qu'est-ce qu'ils aimeraient Est-ce qu'ils aimeraient, voilà, plutôt que ce soit au début peut-être des visites pas trop longues avec un petit repas apporté, qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir en postpartum? Et aussi ne pas hésiter à demander, voilà, est-ce que tu as juste besoin que je t'écoute ou est-ce que tu as besoin que je réfléchisse avec toi à comment affronter tel ou tel questionnement. Aussi, on grandit, on a beaucoup de mal à demander de l'aide et même à accepter parfois l'aide en tant que femme, parce qu'on a fort cette idée qu'on doit un peu, comme nos mères qui n'ont pas eu tout ce soutien, qui ont travaillé, qui ont élevé leurs enfants toutes seules, dans des conditions peut-être encore plus difficiles que celles actuelles, même si les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais du coup, vraiment, lui dire que si elle a besoin d'aide, c'est pas parce qu'elle est incompétente ou parce que vous ne lui faites pas confiance pour arriver à porter toutes les casquettes qu'on demande de porter. Donc vraiment, voilà, demander et vraiment et ne pas hésiter aussi peut-être à reproposer, même si elle a dit non la première fois, peut-être pour un repas, peut-être voilà, parce que parfois la première fois, par réaction, on dit non parce qu'on se dit non, je dois y arriver toute seule, et puis finalement peut-être que quelques jours plus tard on se dit finalement ça pourrait être sympa quand même qu'on m'amène un petit repas, ou que finalement j'accepte que maman me replie un panier, un linge, etc. Donc vraiment juste demander, en tout cas vous montrer ouverte à, voilà. Et vous avez aussi
ce rôle, enfin cette sagesse, vous avez été initié vous-même par votre propre vie, vos expériences, etc. Donc ça peut être aussi partagé de manière humble et voilà, sans imposer à l'autre votre vision et voilà, ouvrir un espace d'échange pour renouer justement avec toute cette transmission intergénérationnelle dont on manque cruellement actuellement. Moi, je voudrais peut-être rajouter quand même qu'il y a comme ce conflit des générations. Moi, en 35 ans, ce qu'on expliquait aux mamans il y a 35 ans et ce qu'on explique maintenant, c'est plus du tout la même chose. Et alors, quand une grand-maman veut donner un conseil, dit, si tu faisais comme ceci, si tu faisais comme cela, mais si sa fille répond bah non, je ne vais pas le faire comme ça peut être aussi comme une critique que la grand-mère peut ressentir. Mais franchement, moi, quand je vois comment... Je le dis, hein, quand je vois ce que j'ai fait à la maternité, comment on fonctionnait avec les mamans il y a 35 ans, et ce qu'on fait, ce qu'on dit maintenant, ce qu'on propose comme soin au bébé, comme accompagnement du bébé, comme accompagnement de la famille, ce n'est plus la même chose. Et moi, j'ai quand même le souvenir, parfois on arrive, c'est une grand-mère qui ouvre la porte et on nous dit dites-lui un peu ça, dites-lui un peu de faire comme ceci. Et alors là, je pense qu'il faut rester dans le rôle de grand-parent. Je viens t'aider pour... quelque part pour de la tendance, mais c'est toi la nouvelle maman, c'est vous les nouveaux parents, et c'est à vous à trouver votre façon de fonctionner en tant que parent. Et les parents d'il y a 30 ans, mon aîné il a 31 ans, donc je devrais être maman maintenant. Moi, ils ont 31, 29 et 25. Et parfois je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ben oui. Mais voilà, c'était comme ça. Et c'est vrai que c'est peut-être compliqué pour les jeunes parents de demander de l'aide, parce qu'en demandant de l'aide, on a peut-être peur aussi, au-delà de l'aide, d'avoir le conseil. Et on demande de l'aide, on ne demande pas un conseil. Merci beaucoup pour cette question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Levez la main plus haut. Hein. Bonsoir. Voilà, moi je voulais juste réagir à ce qui vient d'être dit. Je trouve aussi que quand on est enceinte, on est l'objet de tous les regards, on porte l'enfant et que parfois les grands-parents ou l'entourage viennent regarder l'enfant une fois qu'on l'a mis au monde et c'est parfois difficile de ne plus être soi-même regardé et que toute l'attention soit tournée vers le bébé. Et parfois les gens arrivent en disant bah, « Attends, donne-le-moi » en pensant que comme ça on va pouvoir prendre du temps pour nous, mais c'est peut-être pas ce dont on a besoin. On a peut-être besoin d'être soulagé dans notre quotidien pour avoir toute la disponibilité mentale pour devenir maman. Et donc je trouve que ça manque un peu parfois. On a vite envie de nous prendre des bras en pensant bien faire. Et voilà. Et je voudrais juste en profiter aussi pour donner une belle ressource sur la région liégeoise. On parlait du village tantôt. Il y a une initiative qui s'appelle Super Mama Belgique. Et il y a un groupe à Liège avec des mamans cadeaux et des mamans abichonnées. Donc il y a des mamans qui viennent d'accoucher, qui s'inscrivent pour que des mamans passent à leur domicile, apporter un repas, partager un petit café. Voilà, ça s'appelle Super Mama Liège et elles sont en recherche de mamans cadeaux. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait réagir ou poser une question? Oui, là. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, moi je voulais juste parler un peu de mon expérience parce que je dois dire que j'ai eu un accouchement de rêve et pour un peu apaiser la cousine de Manon Le Pomme, moi je l'ai vécu comme Disneyland en fait, vraiment. Parce qu'en fait, sur le plateau, il y a ma sœur, Marie Grégoire, qui est doula, et qui m'a accompagnée durant mon accouchement, avec les sages-femmes aussi, et la gynécologue. Et vraiment, la présence de toutes ont eu vraiment un impact, mais tellement fort. Et tout était vraiment nécessaire à cet accouchement pour qu'il soit aussi bien réussi. Parce que d'une part, il y avait mon mari, j'ai accouché avec la main de mon mari, la main de ma sœur d'une autre part, et les sages-femmes me tenaient gentiment mes jambes pour accoucher. Donc franchement,
j'ai un souvenir de cet accouchement et que je souhaite vraiment à toutes les femmes. Et quand j'entends des accouchements différents du mien, je suis tellement triste parce que ça m'affecte et j'aimerais vraiment que toutes les femmes vivent comme moi cet accouchement-là. Et en fait, j'ai été apaisée parce que ma sœur, qui est doula, qui a des conseils, qui a vécu aussi dans un hôpital en néonatologie, donc elle a eu l'habitude aussi avec les bébés, etc. Et donc du coup, voilà, j'étais rassurée qu'elle soit là. Elle-même a vécu l'accouchement et donc elle a pu m'apaiser, me mettre en confiance. Et alors après le retour dans la chambre, les sages-femmes du Bois de l'Abbaye, mais vraiment merci, merci. Je ne connais pas les autres hôpitaux, mais le Bois de l'Abbaye, j'y retourne, mais vraiment avec grand plaisir. Ah oui. Et voilà, il y a Sonia qui est présente, qui a donné le premier bain à mon bébé. Et ça a été un souvenir impérissable. Et je regarde encore la vidéo d'ailleurs à l'heure actuelle. Merci Sonia. Et Nadine aussi, j'ai suivi les formations de Nadine. C'était super, elle nous a fait rire et franchement, elle donne super bien les formations. Enfin, franchement, le Bois de l'Abbaye, c'est... Voilà. Merci beaucoup pour ce que vous faites toutes, vraiment. On a besoin de toutes, de vous toutes. Enfin voilà. Merci pour votre écoute. Voilà, comme quoi il y a aussi des expériences positives, donc c'est chouette de pouvoir l'entendre. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite encore réagir ? Moi, j'avais envie de rebondir par rapport au partage précédent avant, celui de ma sœur que je remercie. C'était l'importance vraiment de materner la mère, comme elle le disait. C'est vrai que souvent, toute l'attention est tournée autour du bébé qui est couvert de cadeaux, etc. Alors qu'en fait, il a juste besoin de l'amour de ses parents. Et donc, vraiment ramener l'importance à voir cette mère, en prendre soin et de ce couple, du coup, de parents pour leur permettre justement d'avoir les ressources nécessaires pour s'occuper de leur bébé. Et comme elle le disait aussi, c'est ça, souvent, on vient pour aider et on prend le bébé alors que la maman, c'est pas ça dont elle a besoin. Elle aurait besoin peut-être de pouvoir rester allongée, de ne pas servir le café à toutes les visites et juste qu'on prenne soin d'elle et qu'on lui permette de se reposer à côté de son bébé. Mais voilà. Merci beaucoup. Materner les mères. Encore une question ici. C'est pas vraiment une question, c'est une curiosité. Il y avait un début de débat sur la précarité tout à l'heure et on n'avait pas continué. Et finalement, on n'en a pas parlé, effectivement. Rappelez-moi quel était l'objet du débat. Je pense que j'ai rebondi sur le fait que... Donc j'étais un petit peu surprise de lire que les patientes qui BIM avaient un suivi moins long ou même pas du tout. Je pense 5%, mais vous faites bien de rebondir là-dessus parce que j'aurais dû préciser que c'était les chiffres en fait qui venaient d'une analyse du bureau d'études de la mutualité chrétienne et donc qui s'est fait aussi sur, c'était pas sur toute la population et donc c'était sur l'analyse qui portait sur effectivement un échantillonnage de parents. Mais en mettant en évidence le fait que c'était que les femmes plus vulnérables étaient plus à risque et qu'il y avait un risque d'accès moindre à des soins de qualité. Oui, l'étude est assez représentative. Quand la mutualité chrétienne sort des statistiques, c'est fait à l'échelle nationale et c'est fait sur 25% de la population, plus ou moins. Donc on peut parler de représentativité. Oui, parce qu'en travaillant beaucoup avec l'ONE, justement avec la plateforme, qui est comment est-ce que je vais expliquer la plateforme périnatale, c'est dans les hôpitaux où il n'y a pas des consultations prénatales de l'ONE. On a un système de plateforme et les gynécos qui détectent une maman avec une plus grande précarité, une plus grande vulnérabilité, puisque c'est le terme qu'on utilise pour le moment, demandent à la PEPS de la plateforme qui est spécialement formée pour prendre en charge les situations de vulnérabilité, de prendre en charge cette maman. Et en général, on fait en sorte que cette famille rencontre une sage-femme en prénatal et on met en place tout le réseau en prénatal. Donc, et beaucoup de mamans BIM
en tant que sage-femme, on va dans les centres pour les réfugiés, on va dans les maisons maternelles, je vais à l'accueil chez les femmes battues, je vais ce qu'on appelle nous la maison Marie-Louise, ce sont les logements d'urgence pour les SDF. On rencontre parfois des mamans justement SDF, on doit les rencontrer au DUS parce qu'elles n'ont pas de logement et qu'elles vivent la grossesse dans la rue. Donc au niveau de la précarité, je crois qu'il y a quand même, et les mamans BIM, on les rencontre beaucoup. Et justement, ces mamans plus vulnérables, en général, on ne les voit pas seulement dans postpartum 9 fois, mais on a une prescription du pédiatre ou du gynécologue pour les suivre sur du plus long terme, en collaboration avec les PEPS, parce que ce sont des situations complexes qui font qu'on ne peut pas se dire oh ben, on va aller du lundi au vendredi. Ici, ben, lundi, c'est férié. Moi, j'attends une maman BIM pour le moment, que je vois au CPS. Si elle a accouché aujourd'hui, on ne va pas attendre d'aller mardi ou mercredi. Donc on ira samedi, on ira dimanche, enfin, on ira quand il faut. Et on travaille en collaboration comme ça avec les PEPS. Elles assurent la semaine, j'assure le week-end, j'assure les fériés. Et on se téléphone et on fonctionne pour que les situations de vulnérabilité ne soient surtout pas abandonnées. Parce que justement, ces situations de vulnérabilité, qui ont peut-être déjà vécu des abandons, qui ont vécu des choses compliquées avec déjà du SAJ, SPJ, etc. Si en plus elles sont plus à risque de sombrer dans la dépression et elles ont vraiment besoin d'un encadrement encore plus spécifique. Donc là, il y a vraiment... Je suis surprise du chiffre. Parce que moi, ou alors, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que je suis dans une région précaire. Hein. Moi, j'habite un peu Pasteur. Donc on a quand même une grande précarité. Quand on regarde les chiffres, c'est la région de Belgique où il y a le plus de bébés chez les mères de moins de 16 ans. On a vraiment une grosse précarité psychomédico-sociale dans la région. Et les mamans, j'ai l'impression et avec la plateforme et avec l'ONE, j'ai l'impression qu'on fait quand même du bon travail et qu'on les accompagne bien. Mais de nouveau, peut-être que j'ai pas assez insisté dessus dans l'étude, mais évidemment qu'il y a des dispositifs qui existent, évidemment qu'il y a des services de qualité qui existent et qui fonctionnent bien. Donc vraiment, ça, j'insiste dessus pour dire qu'effectivement, il y a déjà un super travail qui est fait sur le terrain. Ce qui était mis en évidence vraiment dans l'étude, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en termes de trajectoire de soins, il n'y a pas de trajectoire de soins qui intègre la période prénatale, l'accouchement, le postpartum, avec une personne qui coordonnerait l'ensemble de ça et qui mettrait vraiment... Parce qu'effectivement, il peut y avoir une approche pluridisciplinaire et effectivement pour des groupes notamment vulnérables ou quand les PEPS, l'ONE renvoient vers différents acteurs avec qui ils ont des contacts, etc. Évidemment que les gens de terrain activent leurs contacts, leur réseau, etc. Mais ce qui était vraiment mis dans cette étude, et c'est pour ça que les exemples à l'étranger servaient aussi d'exemple, c'est-à-dire on peut avoir des séjours à l'hôpital qui sont très raccourcis, mais il faut que la suite en fait suive. Et dans les exemples qu'on a étudiés, ce qui était mis en évidence, c'était effectivement ce trajet de soins qui suivait vraiment les femmes et les bébés, donc de la grossesse au postpartum, avec vraiment un canevas clair à suivre, piloté par une personne en particulier pour vraiment rassembler l'ensemble, pour éviter justement que la responsabilité ne repose essentiellement sur les épaules de la mère, qu'elle ne soit... Voilà. Et donc c'était effectivement ça qui était mis en évidence, sans évidemment... sans vouloir nier la qualité de ce qui est déjà existant, évidemment. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va peut-être prendre une dernière question et puis il sera temps de mettre un terme à cette soirée. Juste deux mots pour rebondir sur ce qu'Ingrid vient de dire par rapport à la coordination, trajet, etc. Il y a un trajet qui s'installe justement pour aller récupérer ces 5% de mamans, mais qui ne sont même pas celles que tu dis dans ton étude, mais qui s'appelle le trajet des 1000 premiers jours, pour lequel il y a dans ce fameux trajet des 1000 premiers jours un trajet particulier, je mets particulier, pour les femmes vulnérables, qui démarre du... Alors, on est d'accord, ce n'est pas le lieu pour débattre de la qualité de ce trajet ou pas,
mais il a le mérite de se mettre en place et de petit à petit, en tout cas, commencer à se mettre en place en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, qui va, dès le départ de la grossesse jusqu'aux 1000 premiers jours de l'enfant, c'est-à-dire à l'entrée, donc 2 ans et demi, accompagner ces femmes dites plus vulnérables dans l'aide qu'on pourrait avoir et les orienter vers les différents organes dont elles auraient besoin. Après, il y a à boire, à manger sur ce trajet, on est d'accord, mais il va se mettre en place petit à petit. Il faut juste être attentif pour qu'il serve vraiment aux femmes et qu'il soit coordonné d'une belle façon. Coordonné avec l'ONE, peut-être avec différents intervenants. Peut-être un mot sur... merci pour l'intervention. Effectivement, ce trajet des 1000 premiers jours est concrétisé par un outil qui s'appelle Born in Belgium. C'est un outil de screening qui va permettre aux professionnels de la santé de pouvoir, via une anamnèse et toute une série de questions, détecter des vulnérabilités et puis mettre en place un suivi. Comme vous venez de le dire, c'est en construction. L'idée aussi de déterminer tous les partenaires avec qui signer une convention dans le cadre de ce trajet et de déterminer un petit peu le qui fait quoi, avec la répartition aussi des budgets qui seront alloués au projet. Mais tout ça est vraiment encore en construction. L'ONE n'a pas encore signé de convention, mais est vraiment autour de la table pour construire avec, en tout cas. Okay. On va prendre la dernière petite question qui... Désolée, c'était encore moi, mais je me dis que c'était dommage de manquer l'occasion. Je voulais aussi vous dire qu'il y a une association qui existe qui s'appelle Maman Blues, qui est une association de père aidance pour les mamans qui traversent des difficultés maternelles. Donc c'est des mamans qui ont traversé la difficulté maternelle, qui en sont sorties, qui témoignent de leur expérience et qui accueillent des mamans qui vivent une difficulté maternelle. Donc moi, je suis bénévole pour la région liégeoise, mais ça existe en France et dans les pays francophones et dans d'autres pays pour certains expatriés. Voilà, mais je trouvais que c'était important que ce soit entendu et connu. J'en profite, merci. Encore une chose, je voudrais quand même dire, il y a oui, Maman Blues, mais dans les structures hospitalières, on a quand même aussi pas mal de choses qui sont mises en place. À la Citadelle, on a Seconde Peau, sur le Mont Légia, on a La Croche, on a Baby Detect. Il y a quand même énormément de structures d'accompagnement justement pour, avec des psys, des pédopsies, pour des sages-femmes, des éducateurs, des psychomotriciens. Il y a quand même, dans chaque structure hospitalière, il y a aussi une structure d'accompagnement pour les situations plus complexes et notamment les mamans chez qui on a détecté des dépressions postpartum. Merci beaucoup parce qu'on ressort de cette soirée avec plein de ressources, plein de conseils. Donc je pense que chacun peut-être pourra vraiment en tirer profit. En tout cas, merci à tous pour votre présence. Merci à vous, nos invités, d'avoir répondu présente, mais aussi d'avoir vraiment permis des interventions de qualité. Et merci à la province de Liège de nous avoir conviés.